Et salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels où on décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture. On parle jeux vidéo, cinéma de genre, séries et animation et bande dessinée. Cette semaine, on va donc parler d'un petit peu de tout. Voilà, c'est une émission un peu transversale en compagnie de The Maniac. Comment vas-tu? Salam, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Jonathan Remoiville, de ton vrai nom. Alors, ton cursus, tu es un peu un auteur d'ouvrages sur les jeux vidéo, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc, j'ai rédigé la légende FF4, FF5 chez Third Editions, qui est sorti fin d'année dernière. Et actuellement, mon métier, c'est d'être professeur d'histoire-géographie en collège et en lycée. Très bien, et donc c'est en ta compagnie qu'on reviendra sur la thématique de la semaine qui nous rassemble autour de la table, à savoir les rapports qu'entretiennent mythologie et pop culture. Donc effectivement, mythologie dans le jeu vidéo pour la sortie de God of War, wink wink. Vous l'avez vu, on a une très très belle figurine collector sur le plateau, juste à côté de Numa. Et Numa, comment vas-tu? Bah ça va super, et toi? Très très bien. Bah ouais, un plaisir d'être encore là. Ah bah nickel, je suis le seul à pas avoir de lunettes autour du plateau. Non, vous êtes deux. Me disait Hildebrando, bah voilà, Hildebrando, avant l'émission tu nous disais ça, comment vas-tu? Captain Chaleur. Il y a de l'abus. C'est toi qui as joué à God of War cette semaine et tu nous en parleras lors de la première case critique. Deuxième case critique, pardon, parce que la première c'est toi. Moi. Effectivement, la première c'est Perdu dans l'espace avec Florent. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va, comme dit IDB, quelle chaleur. Quelle chaleur. Quelle chaleur, vous abusez vraiment. Nous avons Alexis. Non, sinon, attends, juste un truc. Oui. Les Spurs ce soir, les mecs, perdez pas, c'est bien. Donc ne vous faites pas sweeper, s'il vous plaît. Merci. Le message est passé. Dans les internets. Alexis, comment vas-tu? Bonjour à tous, et donc je suis désolé de te décevoir, mais ils vont se faire sweeper. Et en plus, je ne dirais pas qu'il fait trop chaud, je dirais surtout qu'il fait beau et c'est cool. C'est très très cool, effectivement. Et est-ce qu'il fait beau chez toi, Damien? Ouais, il fait trop chaud en fait, et il fait trop beau. J'aimerais bien de la pluie. Oh non, on en a eu pour oh non, rabat-joie. Parlez pas de ça. Nous avons Mafouba sur le chat qui nous dit salut les petits clous. Ça va parler Yu-Gi-Oh vu le thème, évidemment. On a Yu-Gi-Oh sur le plateau en la personne de Joey Wheeler, TMTC. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux au hashtag HPL. On vous lit sur Twitter, mais n'hésitez surtout pas à venir dans la chatbox, à poser vos questions, à partager vos anecdotes avec nous. @hyperlink_RVL. On vous lit et abonnez-vous aussi, comme ça ça fait plaisir, vous retrouvez les replays chaque semaine et vous nous suivez sur le temps long, d'autant qu'on a des belles émissions dans le pipe. Nous avons deux critiques, je l'ai dit, nous avons le débat 2 fois 20 minutes consacré à la mythologie, mais avant cela c'est la newsbox. C'est parti pour la newsbox. Et je vous grille la priorité car je ne suis pas très poli. On commence avec Sega. On parlait de Sega la semaine dernière qui nous annonçait Shenmue HD, qui nous annonçait également l'arrivée de la Mega Drive Mini, n'est-ce pas? Coucou Nintendo. Et alors nous avons des nouvelles déclarations du président de Sega, Haruki Satomi, cette semaine, qui nous annonce que pour la 2e année consécutive, toutes les branches commerciales du groupe, jeux vidéo, arcade, mobile, PC, console, sont dans le vert. La firme peut donc recommencer à prendre des risques, tenter des choses, et donc pourquoi pas créer une vraie stratégie de long terme avec donc ça aura pris 15 ans. Voilà. Ça aura pris 15 ans. Ça aura pris 15 ans. Nous avons 4 axes: alimenter les sagas porteuses, Yakuza, Sonic, Megami Tensei et Valkyria, ressusciter des sagas, donc on a vu Shenmue évidemment avec la refonte HD, mais surtout Haruki Satomi a annoncé qu'ils veulent relancer Sakura Wars. Donc gros chantier, gros chantier. Alors la firme fait preuve de volontarisme car c'est Satomi lui-même qui sera chef du projet et producteur exécutif. Donc on espère que Sega y mettra les moyens. C'est une saga qui est quand même très connue au Japon, pas forcément dehors, mais Sega a annoncé qu'il devrait s'investir davantage en dehors du Japon aussi, en travaillant directement sur le marketing et la localisation de leurs jeux à l'étranger. Je sais pas ce qu'en pense Core Media du coup. Oui, c'est leur RP en France. C'est leur RP en Europe. Enfin, en Europe. Donc je sais pas ce qu'ils en pensent, mais on leur demandera. On leur demandera. Faut savoir qu'Atlus avait déjà annoncé l'ouverture prochaine d'une branche édition en Europe pour localiser les futurs épisodes de Persona, notamment. Ils voient que ça marche en France beaucoup, donc autant les traduire en France. Finalement, ça coûte cher, mais au final, ça rapporte. Bien donc, sûr. Voilà. Et nous avons 2 autres axes, j'ai oublié de les dire: créer des nouvelles licences, ça peut aider, mais également le 4e axe qui est un petit peu intéressant, assister d'autres éditeurs dans le développement de leurs jeux, stratégie un peu laissée de côté depuis l'intégration d'Amusement Visions dans le giron principal de la firme après la fusion Sega-Sammy en 2004. Pour rappel, Amusement Vision, c'était F-Zero GX. Voilà, ça peut peut-être intéresser 2-3 personnes. Un Virtua Fighter. Deuxième news, c'est donc toujours du jeu japonais, puisqu'on parlait de mythologie aujourd'hui. C'est donc sur iOS que ça se passe. C'est Platinum Games qui fait son incursion sur le monde du smartphone avec le rutilant World of Demons. Le pitch est bête comme tout, dans un univers reprenant les canons visuels du folklore japonais, Kuko Okami.
On incarne un samouraï qui va découper des démons, des oni, des yokai de grand chemin, toute créature terrassée pourra être invoquée à la suite dans les combats, donc on pourra avoir jusqu'à 3 avec un système de farm, etc. Des projectiles, des attaques de zone, des bonus statistiques. Il faut savoir que le jeu va pas reposer sur une combinaison de boutons parce que smartphone oblige, on n'a qu'un écran tactile. Du coup, ce sera un jeu de rythme à base d'esquive et de contre avec un système un peu de rythme, avec un dessin de kanji sur l'écran, un peu comme Okami justement. Donc free to play oblige, on aura quelques petites ficelles un petit peu salaces, à voir à quoi on va être. Donc il y aura une roulette russe, il y aura un petit peu un système de lootbox à base de système de démons qu'on aura au hasard, etc. À voir comment ce sera. Alexis, pardon, je te vois tripigner, tu veux peut-être réagir dessus? Non, je regardais juste le chat. Ah, tu regardais le chat, effectivement, le chat, imaginez en France. Zem, il trépignait par contre. Non, parce que ça va être du pachinko en fait, c'est ça. Ça va être un peu du pachinko, ouais, voilà. tout à fait. Voilà. Bon, Ouais. bah, Platinum Games. Ouais, dommage. Pas folle la guêpe. Numa, tu voulais réagir? Non, du tout, justement. Je voyais aussi ce que disait le chat, parce que moi, je vais pas me retourner à chaque fois. D'accord. J'ai ça sur mon portable. Alors effectivement, Mafuba a fait une petite sortie. Imaginez en France, ils mettent un skin Sazamizi pour un Yakuza. Suggestion d'un de mes potes, ça m'a fait marrer. Sazamizi, qu'est-ce que c'est? Vous me dites en chat, s'il vous plaît. On enchaîne, Alexis, avec deux news. La première sur les Battle Royale qui n'en finit plus. D'ailleurs, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire avant, il y a un peu un aspect mythologique dans le jeu dont tu as parlé. Bah oui. On en parlera plus tard. Oui, donc les Battle Royale, à chaque semaine, son Battle Royale. La semaine dernière, c'était Cliff Bleszinski avec son studio Boski qui avait annoncé un peu par surprise Radical Heights, qui est un Battle Royale qui se passe dans les années 80, un peu disco. Un peu comme pour les MOBA, tout le monde est en train de faire son Battle Royale. Cette semaine, c'est les deux gros mastodontes du FPS qui s'y mettent, parce que selon des rumeurs insistantes, Call of Duty, Black Ops 4 et le prochain Battlefield, qui sera probablement Battlefield 5, auraient leur mode Battle Royale. Donc, en ce qui concerne Call of Duty, ce dernier n'aurait même pas de mode solo, selon Polygon, et miserait tout sur le online avec donc un mode multi classique, un mode zombie et un mode Battle Royale qui serait développé par Raven, qui bosse sur le multi de la saga depuis Black Ops premier du nom en 2010. Si on comprend bien que le studio avec le solo permet moins d'inscrire le jeu dans une tradition à longue durée que le multi, chez Activision on argue plutôt que c'est le manque de temps qui empêcherait le solo d'être fini à temps. Chez Battlefield, alors le jeu n'est toujours pas officiellement annoncé, il va l'être probablement lors de l'EA Play le 9 juin prochain, mais VentureBeat aura une source chez DICE qui dit qu'ils sont en train de travailler sur un prototype de Battle Royale, mais pas au détriment de la campagne solo. Donc ça pose un peu quand même la question à terme du solo dans les AAA. Mais s'ils font ça, c'est parce que ça rapporte de l'argent, parce qu'un autre gros mastodonte du secteur, Fortnite, sur sa version mobile, rapporte environ à peu près $1 milliard, $1 million par jour. 1 milliard, ça serait sympa. Oui, mais ça fait quand même beaucoup. Ouais. Pas épique. Et du coup, tu avais une deuxième news, je crois, c'est Valve qui achète Campo Santo. Oui, donc le studio à l'origine du très sympathique Firewatch a été racheté par Valve, apprend-on via une note de blog sur le site du développeur. Alors l'actu du studio portait un peu plus sur le portail Switch de Firewatch et les previews autour de leur nouveau jeu qui est In the Valley of God, qui prend place dans l'Égypte des années 20. Firewatch avait très bien fonctionné car en plus de ses qualités propres, il était un peu le porte-étendard du renouveau du style Walking Simulator. L'équipe du jeu précise que rien ne changera et qu'ils poursuivront le développement de leur prochain jeu. Valve s'est montré très confiant, donc rien ne devrait entraver le processus créatif de la firme. Firewatch est donc toujours prévu sur Switch et In the Valley of God sortira bien sur console et ne sera pas exclusif à Valve. C'est intéressant parce qu'il y a quelques semaines, le grand Manitou de Valve, Gabe Newell, avait déclaré que Valve allait recommencer à faire du game shipping. On ne savait pas exactement ce que ça voulait dire. Ouais, finalement, ils achètent des studios, ils développent, ils ont aussi leurs jeux artefacts dans les studios, donc on verra. Est-ce que Valve va se remettre à faire des jeux? Est-ce qu'ils en ont besoin? À voir. Bah, Half-Life 3, pour s'entraîner, c'est pas mal. Mais normalement, ils ont toujours un studio de création de jeux. Hein. C'est juste que les mecs, ils y foutent rien, en fait. Mais voilà. Ils l'utilisent pas. Ils sont assis sur un tas d'or un petit peu. On va avancer, si vous voulez bien, avec Numa qui nous donne, tu parlais de l'EA Play tout à l'heure, EA Play rassemblement en marge de l'E3, c'est Ubisoft qui nous donne de ses nouvelles pour l'E3. Et oui, alors effectivement, Ubisoft tiendra sa conférence annuelle, parce qu'en fait elle en fait pas souvent, et c'est souvent à l'E3 qu'elle a l'occasion de le faire. Ça sera le 11 juin à 13h, donc 22h heure française. Alors je sais pas comment le dire correctement, c'est à l'Orpheum Theatre. Ouais. Voilà. Donc je l'ai dit, mais après. Il l'a dit. Tu peux le dire en français, hein, Ouais, l'Orpheum Théâtre, tu vois. Voilà, je sais pas, le théâtre Orpheum. Enfin, Orphée, oh là là, mon dieu, mythologie. Oh là là. Encore une fois. Et de grosses annonces sont attendues de la part du studio, comme de nouvelles infos sur Tom Clancy's The Division 2, plus de détails sur des jeux déjà montrés, comme Skull and Bones ou The Crew 2 qui sortira après le 3 le 20 juin. Watch Dogs aussi pourrait faire son retour pour un troisième volet. Enfin, c'est ce que laissent à penser les indices laissés par Ubisoft. Et un autre
autre jeu pourrait faire son grand retour, Splinter Cell, enfin moi je l'espère, parce qu'on retrouve Sam Fisher dans Ghost Recon Wildland et à l'occasion d'une campagne spéciale, peut-être encore un indice laissé par Ubisoft. Un Battle Royale. Non, s'il vous plaît. On sait pas s'ils s'y mettent en faire un. Bah, Battle Royale avec Amon Tobin à la bande son alors. Non, mais sinon, je sais pas moi. Non, mais ils vont faire The Division 2. Dedans, tu auras un mode qui sera un mode Battle Royale. Ah oui, The Comme il y Division, avait pardon. déjà la Dark Zone. Oui, je pensais Splinter Cell Battle Royale. T'as voulu m'achever. Et toujours du côté d'Ubi, mais cette fois-ci on va au cinéma. Nouvelle info sur le film The Division, en plus de Jessica Chastain et Jake Gyllenhaal. Voilà, tu vois, j'ai toujours du mal avec ces noms. En tête d'affiche, Ubisoft change de réalisateur et remplace Stephen Gagan, c'est ça? Ouais. Vous êtes pas sympa, vous lui faites tous les noms de merde. Ouais, franchement. Qui laisse sa place au réalisateur de Deadpool 2 et d'Atomic Blonde, David Leitch. Cette fois-ci, lui, je l'ai bien dit. Très bien. Voilà. Et justement, il vient d'être nommé. Et je ne sais pas pourquoi. L'autre s'est fait. David Leitch, Lost Highway, c'était très bien. Donc, c'est la deuxième fois qu'Ubisoft adapte un de ses jeux au cinéma. Le premier, c'était Assassin's Creed. Cette fois-ci. Troisième. Il y avait Prince of Persia aussi. Ah ouais, j'avais oublié celui-là. Tu vois, ça n'avait pas marqué les esprits. Tout le monde l'avait oublié. Ah ouais, carrément, tu vois. Troisième fois, j'espère que cette fois-ci ils ont compris la leçon, parce que la première fois on dirait qu'ils n'ont pas compris en faisant Assassin's Creed. J'espère que The Division cette fois-ci marquera le coup. Reculer. Voilà, c'est le tournage qui est reculé pour l'instant, parce que David Leitch il est complètement booké avec le tournage du spin-off de Fast and Furious avec The Rock et Jason Statham. Voilà. Toujours dans les bons coups ce monsieur. Voilà, c'est ça. Donc Reculer c'est pas avant 2009. Reculer pour mieux sauter. Dark Souls Remastered sur Switch le fait aussi, Florent. Oui, Bandai Namco vient de confirmer officiellement que Dark Souls sur Switch s'est repoussé, les amis. Et il devait initialement sortir le 25 mai et il est repoussé plus tard à cet été. On n'a pas encore de date précise. Par contre, les montures PS4, Xbox One et PC du remaster, elles sortiront bien le 25 mai. Donc malgré le petit événement que constitue la sortie du jeu sur la console de Nintendo et la création d'un amiibo basé sur l'emblématique solaire d'Astora, pour ceux qui connaissent, également retardé au passage l'amiibo, évidemment il sera disponible avec la sortie. On peut juste dire que Bandai n'a pas ajouté le moindre détail sur les raisons de ce report, et on se doute que peut-être ce serait une raison d'optimisation du jeu sur la console de Nintendo pour le faire tourner en 30 FPS au moins. Stable, ce serait bien. Stable. Effectivement, c'est indispensable pour Dark Souls. Pas avoir un FPS stable lorsque tu fais des roulades dans tous les sens, c'est un peu compliqué, effectivement. Surtout dans le premier Dark Souls. Effectivement. Netflix grossit en France, je crois que c'est la deuxième news. Oui, Netflix grossit dans le monde, mon cher Karel. Netflix a annoncé avoir battu un nouveau record, la plateforme de streaming qui fête ses 20 ans cette année, je le répète, déjà a annoncé avoir gagné environ 7,41 millions d'abonnés au premier trimestre 2018, pour atteindre un total de 125 millions d'abonnés à travers le monde. Donc l'entreprise californienne a aussi enregistré un bénéfice de 290 millions de dollars, c'est plus 60% par rapport à l'année dernière, pour un chiffre d'affaires de 3,7 milliards de dollars, et plus 40%. Donc en conséquence, le titre a bondi en bourse et est passé à une capitalisation de plus de 130 milliards de dollars. Ça devient un gros mastodonte, faut s'en douter. Donc Netflix aussi a annoncé plusieurs choses. Maintenant, c'est disponible dans plus de 190 pays et elle compte 68,3 millions d'abonnés à l'international. Et le géant du streaming dépend ainsi à 55% de l'international pour ses abonnés dans ce contexte. Donc il est devenu plus important à l'international qu'aux États-Unis par rapport à avant. Donc ça entraîne une autre chose, c'est qu'il prévoit de faire plus d'1 milliard de dollars en contenu européen. C'est un chiffre absolument énorme, et ils ont annoncé plus de 100 projets européens qui devront sortir dans les 3 ans à venir. Ils ont annoncé quelques-uns, La Casa de Papel 3, Mortel en France, et un documentaire sur l'affaire Grégory aussi. Ça a intérêt à être bien, The Witcher 3. Alors Witcher a été, je l'avais pas vu dans mes news, mais la série Witcher, ils ont annoncé que c'est pas pour tout de suite. Ouais, c'est 2019-2020. Ouais, mais ça, du coup, ça a intérêt à être bien. Voilà. Parce qu'ils ont les moyens pour une fois. Hildebrando. Oui. Il y a un divorce très grave cette semaine. Un divorce très grave, je ne sais pas, c'est même pas violent, c'est même pas médiatisé, c'est très calme, mais effectivement l'UEFA a annoncé à travers un communiqué cette semaine que Konami ne renouvellera pas le partenariat qu'ils ont pour les compétitions européennes et les équipes européennes très probablement avec donc PES qui va donc décidément sûrement mourir doucement mais sûrement. Voilà. On me rappelle que PES donc avait jusqu'à maintenant les droits pour la Champions League, ce genre de choses, pour pouvoir tout mettre en scène. Écoutez, si jamais ils ont plus ces droits là, il n'y a plus grand chose dans PES en fait qui décidément le système de jeu. Oui.
La tête qu'il a fait. C'est bon, on a compris qu'il y avait une pause. Voilà. Non mais un jeu de foot Castlevania ça passe. Oui, mais non, mais tranquille. Voilà. Non, mais écoute, peut-être que du coup, il y a des parts de marché qui se libèrent pour Mario Strikers 3. Peut-être, on ne sait pas, on attend. À voir. On y pense, on en discute. Sinon, deuxième news, effectivement, on a. Un mariage cette fois. Oui, voilà, du coup. Putain, il a tout préparé, c'est oui, incroyable. Ouais, t'as vu. On travaille avec un artiste. Guillermo del Toro qui signe un contrat d'exclusivité avec DreamWorks, qui fera de lui carrément un corporate man, puisqu'on parle d'un bureau quasiment permanent en Californie, où il signera donc la production et la réalisation de plusieurs œuvres d'animation pour enfants, enfin pour la famille, pardon, voilà, au sein de DreamWorks. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'est animation pour enfants. Sébastien derrière la vitre a tressailli. Non, mais c'est l'animation. J'ai tiqué. Non, mais c'est clairement marketé. Ce sera clairement des films grand public, même si on sait que Guillermo del Toro aura le talent de peut-être s'immiscer dans des choses un peu plus spirituelles, voyez-vous. Mais non, effectivement, ça promet plusieurs bons films à venir, on suppose. En tout cas, voir Guillermo del Toro arriver à la production, ça fait plaisir. Guillermo del Toro, Damien, tu en es fan, mais c'est pas de ça que tu vas nous parler. Il me semble qu'il y a eu une grosse annonce du côté de Gundam cette semaine. Ah ouais, Gundam, parce qu'on a eu plein d'annonces sur Gundam cette semaine. En fait, Sunrise préparait une conférence pour vendredi et on s'était auto-convaincu que ça serait un remake de la série 79 pour les 40 ans de la saga, et en fait, ça n'avait rien à voir. La nouvelle série Gundam n'est pas une série, c'est un film, ça s'appelle Gundam Narrative. Ça se passe 1 an après Gundam Unicorn et ça sort pour novembre. Sauf que c'était pas la seule chose qu'on a eu durant la conférence, parce que Sunrise a eu le malheur de faire fuiter sur un écran une frise chronologique qui devait pas être montrée, qui donnait la suite de tout leur planning sur 3 ans. C'est bête. Mince. Oh là là. C'est le stagiaire. Alors juste, alors, deux secondes. Est-ce qu'il y avait Mario et les Lapins Crétins 2 dedans? Et du coup, on sait qu'il va y avoir 3 films pour le roman SOS Flash, qui a été écrit par Tomino himself, donc le créateur de la saga Gundam, et qui était illustré par Mick Kimono, qui était plus connu pour Macroft, mais qui a fait aussi un manga Gundam. Il se raconte les aventures d'un personnage de la saga qui avait une histoire qui se déroulait environ 10 ans après Unicorn. Et justement, Unicorn va avoir une suite. Enfin, pour l'instant, rien n'est dit, parce que on nous a dit à la fin de la conférence que il fallait faire comme si on n'avait rien vu, mais pas de bol, c'était diffusé sur YouTube. Donc, un screen est vite arrivé. Une screen, c'était foutu. Et Unicorn 2 donc sortira peut-être pour 2022, et ça serait peut-être pas de l'animation, ce qui serait pas une première, mais très étonnant, parce que la dernière fois qu'ils l'ont tenté, ça avait fait un gros bid, ça s'appelait J-Savior, et c'est une catastrophe, mais je vous conseille de le voir parce qu'il est disponible sur YouTube, donc éclatez-vous. Ça vaut le coup d'œil. Gundam en live, je paye pas pour voir ça. Mais t'avais une deuxième news, je crois, qui boucle un petit peu la boucle avec la semaine dernière, parce que I Love Dogs poursuit son amour avec le Japon. Et ouais, parce qu'en fait, Minetaro Mochizuki, donc l'auteur de Shisekobe et de Tokyo Kaido, veut et va adapter le film de Wes Anderson en manga. Donc I Love Dog aura droit à son adaptation au Japon. On ne sait toujours pas si ça sortira chez nous, mais bon, connaissant le Lézard Noir, on pourrait supposer que ça les intéresse. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Et sur le chat, on a Quaternum qui nous dit, et là tu vois débarquer Metal Gear Strikers. Voilà. Gear Cross Castlevania. Et Mafuba de renchérir Metal Gear Cross Castlevania Soccer Star. Du coup, si franchement, ils peuvent revitaliser Suikoden avec le nombre de persos. Tu fais un roster entier au foot. Oh là là. Ah, tu fais une ligue complète. Ah ouais, Suikoden Strikers, mon dieu. On en parle hors antenne si vous voulez bien, car l'heure tourne. On s'écoute Loop et Fiasco. Le morceau c'est Sunshine parce qu'il fait beau, tout simplement. A tout de suite. De retour dans le 55e numéro d'Hyperlink consacré à la mythologie et à la pop culture. On est toujours avec Jonathan. Comment vas-tu? Comment ça se déroule pour très bien. Jusque-là, des news intéressantes, surtout sur Konami, dont je constate la déchéance année après année. Écoute, Yu-Gi-Oh sur iPhone, ça leur suffit visiblement. Faut croire. Mais c'est pas de ça qu'on va parler. Ce qu'on va parler, tu nous parlais de Netflix tout à l'heure, Florent. Oui. On va parler de Perdu dans l'espace avant d'aborder God of War avec Hildebrando. Les amis, c'est l'heure des critiques. C'est de la merde. Quoi ?
Et je crois que c'est tristement à propos, Florent. Alors, tu vas nous parler de Perdu dans l'espace, Lost in Space, donc une série de science-fiction en 10 épisodes d'une 60aine de minutes, créée par Matt Sazama et Burke Sharpless, basée, si je dis pas de bêtises, sur la série éponyme des années 60. Après une adaptation au cinéma en 98, assez dispensable, plus de 2 ans après son annonce, la nouvelle série de SF arrive enfin le 13 avril. Et donc ton avis est un petit peu mitigé, je crois. C'est un peu ça. Voilà. Déjà, je précise, parce que quand on va attendre la critique, on n'est peut-être pas sûr, mais je précise, j'ai vu toute la série, les 10 épisodes. Donc évidemment, je pourrais te parler longuement de cette nouvelle série, ce qu'elle fait de bien, ce qu'elle fait de mal, de la façon dont a été mis au goût du jour l'histoire de la famille Robinson, tirée de la série originale des années 60. Et je pourrais aussi regarder la façon dont le design du titre, Lost in Space, évoque irrémédiablement celui de la série Lost, vous savez, la série de ABC à l'antenne en 2004. Je pourrais même analyser comment la série s'intègre dans le mouvement apparent de Netflix vers une programmation plus favorable à la famille, ou parler évidemment de la façon dont je ne suis pas passé loin d'utiliser le terme de reboot feignant. Mais non, mes premières impressions de la série, formées dès le tout premier épisode, ne m'ont jamais trompé. Il y a des moments forts et des moments vraiment faibles dans les épisodes qui ont suivi. Et ce premier épisode m'a vraiment amené à un point où j'aurais été heureux de voir même mourir plusieurs personnages, tout comme dans les épisodes suivants. Aïe. Mais rien dans la série ne m'a fait abandonner mon irritation initiale, à savoir que le premier épisode consiste presque entièrement à sauver quelqu'un qui est congelé dans la glace et qu'il a fallu plus d'1 heure pour le faire. Lost in Space est une des séries les plus barbantes de Netflix que j'ai eu l'occasion de voir. Mais pourtant, j'ai vu des critiques plutôt positives sur Internet. Oui, je sais pas, ces gens ils doivent avoir pas de cerveau. Enfin bref, c'est simple. Oh là là. Si tu enlèves environ 20 minutes par épisode, là tu obtiens une série un peu sympathique, une série familiale sympathique et tout, mais les épisodes sont beaucoup trop longs, d'une durée d'1 heure, tu l'as dit tout à l'heure. Ce qui fait que la série s'essouffle et s'effondre de telle sorte que les spectateurs s'ennuient. Au début du premier épisode de Lost in Space, la série présente une adolescente brillante et courageuse qui s'appelle Judy Robinson, interprétée par Taylor Russell. Elle est parfaite dans tout ce qu'elle entreprend. Elle est une exploratrice courageuse, une sorte de médecin amateur alors qu'elle n'a que 18 ans. Après tout, c'est un peu normal pour une sorte de divertissement pour enfants. Mais j'en suis venu à beaucoup l'aimer, appréciant la façon dont la série distribuait sa caractérisation parmi les 3 enfants Robinson, au lieu de tout entasser sur le John Will, comme l'a fait la série originale des années 60. Mais Judy se retrouve immédiatement congelée dans la glace, essayant de plonger vers le vaisseau spatial situé sous l'eau pour récupérer une batterie. Et le temps qu'il faut pour la sortir de la glace ne cesse d'augmenter. Et ça augmente, et ça augmente. Quelque part dans la structure d'épisode, je pourrais reconnaître une tentative de faire des choses intéressantes avec le modèle de Lost in Space. Will, interprété par Maxwell Jenkins, se heurte à Robo, l'une des créations les plus célèbres de la série. La créature est distinctement étrangère et étrange, plutôt que le personnage maniéré de l'original. L'idée que les Robinson laissent derrière eux une Terre qui étouffe lentement après un impact d'astéroïde est très convaincante. Et même si les scènes qui tentent de nous expliquer les fissures du mariage entre John et Maureen Robinson paraissent aussi superficielles que possible, j'aime bien l'idée d'un couple à problème qui se laisse une chance parmi les étoiles. Et puis, est-ce que j'ai parlé du vilain Dr. Smith, méchant insipide au possible et qui nous donne juste envie de lui donner quelques tartes bien senties. C'est vrai que ça a l'air compliqué vu comme ça. On voit mal Netflix pourtant produire une série aussi mauvaise. Alors, attends, à en croire ta critique. Est-ce que c'est vraiment le cas, quoi? Tout est vraiment mauvais? Alors c'est un peu, voilà, je vais dire, c'est un peu moyen, mais le premier épisode synthétise tout ce qui va pas dans cette série. Le premier épisode est réalisé par le génial Neil Marshall, le réalisateur de certains meilleurs épisodes de Game of Thrones et du super film horrifique The Descent. Il y a plein de bonnes idées pour augmenter la tension alors que la famille se disperse à travers la surface de cette étrange planète pour trouver un moyen de sauver Judy. Il existe quelque part, sur une dimension parallèle, une version plus nette, avec plus de tension de cette histoire qui aurait pu vraiment me plaire. Et qui aurait évité de rendre tout ce plot maladroit pour lui donner un lustre élégant et moderne qui aurait pu le détourner du simple divertissement familial. Mais au lieu de ça, l'épisode n'y trouve pas de groove. Chaque fois que la tension monte, ça coupe. Puis on pense encore à autre chose pendant un long moment, ne faisant que commencer à créer des nouvelles petites tensions par à coup. Et puis quand il semble enfin que ça va quelque part, ça coupe encore une fois. Je comprends ce que les auteurs de la série ont voulu faire ici. Ils veulent souligner la dynamique de la famille. Et le monde dans lequel ils vivent, un monde où une tentative désespérée de coloniser des planètes en orbite autour d'Alpha du Centaure a abouti à un mystérieux accident qui dépose de nombreux colons, pas seulement les Robinson, sur une planète étrange et inexplorée, avec beaucoup de façons d'entraîner la mort
de ses fragiles humains. Mais le frisson de l'exploration ou l'examen de la dynamique familiale n'a jamais l'air de surgir organiquement de l'action, de la façon dont avait su le faire le parent le plus évident de la série, Lost. Lost avait intelligemment trouvé des façons de créer des personnages en faisant confronter ces différents naufragés à des situations sur l'île qui reflétaient des chapitres de leur passé. Mais quand Lost in Space fait un retour en arrière, c'est trop souvent pour rester dans l'exposition et ne jamais aller dans le fond. Pour terminer ma critique, je ne peux vous conseiller de Lost in Space, de regarder Lost in Space, c'est trop mauvais. Il y a beaucoup de choses à aimer pourtant. Dans la performance étrange et décalée de l'actrice qui joue la mère, la réorganisation étonnamment intrigante de Robot en tant que menace potentielle, et puis meilleur ami de Will, à la façon dont la série arrive attachant un poulet. Oui, un poulet, oui. Et dans le 9e épisode de la saison, j'ai même pensé brièvement que ça pourrait enfin aller quelque part, car il m'a surpris avec quelques rebondissements que je n'avais pas vu venir. Mais en même temps, une trop grande partie de la série se sent figée sur place, attendant que tous les autres trucs soient pris en charge pour que l'histoire puisse reprendre. Il y a une version de Lost in Space divertissante, mais on a l'impression que les producteurs de la série ne l'ont pas encore trouvée. Ils sont encore en train d'ébrécher le bloc de glace à la recherche de la bonne histoire cachée à l'intérieur. C'est un peu triste, effectivement. J'ai vu beaucoup de réactions sur le chat, sur ce cynisme peut-être dont tu as parlé. Et Mafouba qui dit par exemple c'est grave ce cynisme, si c'est vrai. Mais Netflix a imposé un modèle adapté à Internet artificiellement très grave et détruisant la raison d'être de l'art. C'est parce que t'as raté, juste au-dessus, ils expliquaient que soi-disant Netflix aurait créé un modèle de série lente et chiante pour que les gens puissent aller sur les réseaux sociaux en parallèle de Netflix. Ah oui, c'est autre chose à côté. C'est possible. C'est Phenom qui fait ça ou Quaternum? Je ne sais pas. C'était Phenom. Si c'est ça, Lost in Space, ça réussit parfaitement. Hein. C'est lent et chiant. Ouais. Voilà. En tout cas, effectivement, c'est un peu compliqué. Il faut atteindre le dernier épisode en fait pour avoir un peu de peps. T'avais regardé? Ouais, j'ai tout, c'est une grosse déception. Ah ouais. Pareil, c'est t'attends en fait à avoir une exploration comme tu le disais, genre t'es sur une putain de planète enfin, mince quoi, genre t'attends un truc, il te montre de temps en temps des petites créatures, des petites fleurs, des trucs, mais c'est tout. Ah oui, d'ailleurs là j'entends un peu le son, c'est en fait la bande son du film. Infâme. T'as l'impression d'entendre un moment du Seigneur des Anneaux pour entendre paf, tu passes sur du Jurassic Park et après tu passes sur des trucs complètement épiques, mais tu dis mais ça n'a rien à voir, il n'y a pas une cohérence du tout sur la bande son et je pense qu'ils ont vraiment fait du plagiat sur du plagiat sonore en fait. C'est vrai que j'en ai pas parlé dans ma critique, mais c'est vrai que la musique de la série elle est particulièrement horrible. Ouais. Je suis d'accord. Non mais surtout c'est cheapos à soi. C'est une production mais minable, minable. C'est digne des pires studios américains de télé quotidienne. Il n'y a aucun bon acteur. Je le disais tout à l'heure, c'est The 100 en moins bien. Ouais. C'est un truc de fou. C'est vraiment ça. C'est juste Dr. Smith. Déjà que The 100 c'est pas ouf. Oui, voilà. Ouais. Juste Dr. Smith, le fait qu'on arrive autant à la détester, je me demande si justement c'est pas la seule bonne actrice en fait. C'est pas le personnage, il est pas consistant quand même. Non, mais t'arrives vraiment à le détester et tu veux le voir crever. Donc je me dis si le rôle est réussi, c'est le seul à être réussi. Bon, c'est sur cette note quelque peu pas très réjouissante. Peut-être Jonathan, une petite remarque avant de regarder. J'ai pas encore ne regardé. Le regarde pas. Non, mais je suis plus The Crown ou d'autres choses sur Netflix que ça. Donc, mais comme quoi, ça doit être la face sombre de Netflix. En gros, il y a ça et Full Metal Alchemist quoi. Bref, regardez pas, c'est pas bien. Je tiens à préciser que le chat part complètement en couille. Hein, mais on n'a pas le temps, je suis désolé, faut qu'on enchaîne sur God of War. Avant de te donner la parole, Ildebrando, je rappelle qu'on avait pu interviewer un petit peu Benzaï à l'occasion de Play by PAX, Play in Paris by PAX, décidément, faudrait raccourcir ce hashtag. Et qu'on écoutera ces petits laïus avant le débat. Ildebrando, c'est à toi. Donc, nous allons parler de God of War. Comment commencer dans cet épisode reboot, la guerre des dieux grecs n'est plus qu'un lointain souvenir. Le périple est désormais scandinave. Kratos, et surtout, n'est plus seul. En guise de dernier hommage à sa dernière épouse en date, ceux qui ont joué aux épisodes précédents sauront de quoi je parle, qui elle aussi ne lui aura pas survécu, décidément c'est une habitude. Il doit se rendre avec son fils Atreus au sommet d'une montagne pour y semer ses cendres au gré des vents nordiques. Rien de tel qu'une petite escapade de type nature, chasse, pêche et tradition pour tisser des liens forts entre un homme et son marmot. Avec toute quête vient son lot d'embûches, d'opposants et d'énigmes de tailles diverses et variées qu'il faudra dépasser pour jouer la partition qui compose cette épopée à grande échelle. Alors c'est un peu l'un des gros jeux de ce premier semestre, énorme hype, beaucoup de neuf et de
de 10, ça tire l'arigot. Le changement de formule a-t-il payé? Alors, loin d'être un jeu en kit Ikea, déjà il faut souligner que la plus admirable joli. la plus admirable réalisation du studio Santa Monica est que chaque élément, chaque système de gameplay, chaque stimulation auditive et visuelle se noue dans un ensemble d'une homogénéité rare. Dès l'écran titre, la prouesse technique est annoncée, il n'y a absolument aucune transition entre le mode nouvelle partie et le début du jeu. L'immersion est ici maîtresse, le HUD s'effeuille de toute futilité pour laisser place à l'image et à la caméra unique en plan séquence qui vous servira de seule fenêtre du début à la fin. Oui, il n'y a pas de temps de chargement, pas de coupe, si ce n'est quand vous échouez et que votre barre de santé se réduit à 0. Le paysage sonore lui aussi ne connaît pas de fin. L'accompagnement musical composé par Bear McCreary, qui a déjà œuvré dans bien des superproductions, saisit les subtilités de chaque instant pour les sublimer, tout comme il le fait quand il s'abandonne à la violence du combat, à l'incompressibilité de la tragédie. Visuellement, la PS4 Pro est au rendez-vous. Je ne saurais pas quoi vous dire ce que ça vaut sur sa grande sœur, puisque je l'ai testé sur la dernière. Ça passe. Ça passe. Ça passe, mais elle tousse. Bon, très bien. Des décors, tout d'abord, simples, s'enrichissent peu à peu d'éléments fantastiques et magnifiques, dont les détails sont finalement les piédestals. Les environnements du jeu étant pensés pour l'exploration, il était nécessaire de ne pas ennuyer le joueur pour qu'il continue à vouloir s'écarter du droit chemin. C'est un labeur d'amour qui nous est présenté, une exigence certaine se ressent jusqu'à chaque recoin qu'on nous laisse visiter. Et donc, on a beaucoup parlé d'influence Dark Souls, on a parlé d'influence Breath of the Wild, voire Resident Evil 4. Mais du coup, où se trouve God of War là-dedans? Est-ce que ça a su préserver son identité? Eh bien, le jeu rappelle bien d'autres titres, mais ne se laisse jamais confondre. Oui, les esprits les plus affûtés ont laissé fuser des Kratos, Last of Olympus et autres jeux de mots foireux. Nous ne citerons personne. Et il est vrai qu'on peut observer des similitudes avec bien des œuvres majeures passées, mais God of War ne tombe pas dans le piège. Celui de la copie, celui de l'imitation, on va dire. Oui, nous sommes libres de nos allées et venues, mais ce n'est pas un monde ouvert, pas vraiment. Oui, le jeu se découpe en partie dans des instances, mais ce ne sont pas des donjons. Oui, le protagoniste secondaire n'est rien sans le principal, Atreus sans Kratos, mais l'inverse est ici aussi vrai. Même pour ce qui est du combat, on ressent la patte des précédents épisodes, mais tout a été repensé. On retrouve même du VS Fighting dans le concept de jongle qu'il faudra employer pour venir à bout des affrontements. Car là où il fallait auparavant laisser la rage s'emparer de nous pour déchaîner toute l'ardeur du fantôme de Sparte sur quiconque se dressant en travers de notre route, Kratos semble ici enfin avoir compris, après de nombreuses conclusions amères, que non, la violence aveugle n'est pas toujours la solution. Oui, l'outil est certes le même, mais il faudra faire preuve de réflexion et de prudence plutôt que de fureur et de vitesse pour ne pas trépasser. Cependant, il manque au système de combat sa cerise sur le gâteau, quelque sorte. Ça reste très jouissif, on s'éclate, on s'amuse, mais on aurait pu peut-être profiter d'un peu plus de liberté. Alors, liberté, tu en parles, il y a pas mal d'environnements assez grands quand même, je crois qu'il y a un petit versant un peu open world. La question qui revient pas mal, c'est est-ce que le long plan séquence, le jeu ce n'est qu'un seul grand plan séquence, est-ce que ça implique davantage de joueurs? Alors, c'est un long plan séquence, oui, mais il y a une raison bien réelle et nécessaire à cela, c'est qu'on ne veut pas quitter des yeux le réel fil conducteur, la relation entre Kratos et Atreus, qui évoluera bien évidemment en conséquence en fonction des événements. La narration observe tous les bons conseils et surtout le show don't tell. Kratos ne semble pas très bien connaître son fils au début, on se demande même si c'est son fils en fait d'une certaine façon, mais en voulant lui inculquer toute la sagesse de ses plusieurs vies, il viendra à construire ce qui sera peut-être enfin une vraie connexion existant pour elle-même, contrairement à être une raison de plus d'aller marteler la touche carré. Même si on atteignait l'empathie avec la rage éprouvée dans les épisodes précédents, les rapports sont ici touchants sous une toute nouvelle dimension et laissent place même à une raison d'être. Alors pour conclure, j'aimerais essayer d'expliquer la déferlante de louanges qui arrose la dernière exclue PlayStation. J'ai commencé une première partie en difficulté God of War. Maximal donc voilà. Il faut pas le faire, c'est très très mal foutu. Moi je les ai fait tous les autres God of War en difficulté maximale. Là pour le coup ça marche pas, on a l'impression de taper sur des sacs à PV, c'est pas drôle, c'est pas dynamique, on passe 20 minutes sur un affrontement qui devrait en durer 5 maximum. Je suis donc passé en difficile, là aussi pareil, gros problème. En normal effectivement l'expérience est nickel, ça se passe tout seul, c'est un flux constant, naturel, même s'il y a un système très complexe de RPG, d'amélioration, de compétences, plein de choses comme ça, ça se passe naturellement. Saint-Exupéry disait que la perfection c'est quand il n'y a plus rien à retirer. Il n'y a pas grand chose à retirer dans ce God of War et au début je pensais pas qu'il méritait d'être
classé comme un chef-d'œuvre, mais plus j'y joue et plus je me dis que c'est quand même bien foutu. Ce plot twist, parce que t'étais parti assez salé sur le jeu quand même. Oui, c'était vraiment pas bien au début, mais c'est vraiment la difficulté en fin de compte. J'ai regardé et en normal, vraiment, ça se passe très très bien. C'est une question de dosage. Donc Jonathan, est-ce que tu es coutumier de la saga God of War? Bah, moi j'avais fait les premiers, les 3 premiers en l'occurrence sur PS2. PS2, PS3. Voilà. Et alors moi j'avais une question, tu commençais là à en parler à la toute fin, par rapport à la dimension RPG, qu'est-ce qu'ils ont fait pour justement essayer de se mettre un peu à la page, parce que maintenant même Assassin's Creed, tous les autres grands blockbusters ont une composante RPG. Ça ressemble beaucoup justement à Assassin's Creed Origins, comme tu en parles. C'est-à-dire qu'on a moins d'armes qu'avant, pour autant dire une vraiment en fait. Après il y a des petites armes qui sont plus des outils, mais bon c'est encore autre chose. C'est la hache volante qu'on voit dans les... Voilà, c'est ça. En fait lui sa hache, c'est comme le marteau, comme le Mjolnir, le marteau de Thor, lui il a sa hache. Et surtout, il y a plein de compétences qu'on peut évoluer dans différents sens. Alors, dans les anciens, ça ressemblait juste à des combos. Là, c'est un peu plus complexe. Et surtout, il y a un système de stats, vraiment, en fonction de l'armure, des spécificités et autres. Tu peux choisir ton playstyle. Soit tu veux plus d'endurance, soit tu veux plus de vitesse. C'est très spécifique. Tu peux choisir vraiment comme tu souhaites la jouer. Et effectivement, tu as pas mal d'interactions avec Atreus, la flèche, le stun, etc. Et toutes les exécutions. Ça, c'est en fait, je pense que c'est quand ils ont voulu remettre à plat le système de combat et dire on va arrêter de juste foutre 300 ennemis sur l'écran et vas-y fais des gros combos qui se lâchent la moitié de l'écran. Et ils se sont dit que ça suffisait pas, et parce que Kratos en lui-même, le combat est quand même un peu pauvre parfois, et c'est vraiment là où je dirais qu'il manque quelque chose. C'est que même si ça fait plaisir, il faudrait réussir quand même à donner un peu plus de pêche là-dedans. Merci beaucoup IDB pour ta critique. On parlera un petit peu de tous les éléments diégétiques sur le chat, n'hésitez pas à interagir avec nous. Il y a pas mal de questions sur le rapport père-fils, notamment la façon dont c'est dépeint dans le jeu. On en parlait dans le bouquin d'Alexandre Sorel d'ailleurs, on en parlera peut-être pendant le débat, pourquoi pas, je ne sais pas. Mais tout d'abord, on va s'écouter pour lancer un petit peu le mood mythologique, un peu de funk, un peu de Midnight Star avec My Dust Touch. Et on salue Coro et Score qui arrive sur le chat. À tout de suite. De retour dans le 55e numéro de Hyperlink, toujours consacré à la mythologie et à la pop culture. On va enfin attaquer le grand morceau de l'émission. On est donc toujours avec The Maniac. Recoucou. Toujours OP. Toujours OP. Je suis pareil. Je suis dans les starting blocks. Fantastique. Et figurez-vous qu'on a eu une intervention un petit peu extérieure en la personne de Benzaï, qu'on a pu croiser donc au Play in Paris by PAX. Cette fois-ci, je l'ai bien dit. Qu'on a pu donc interviewer sur la question de la mythologie, des légendes, etc. Autour de la sortie de God of War. On a donc pu lui poser une question toute bête, qui est celle-ci. Quelle place aujourd'hui occupe la mythologie dans la pop culture? Et les amis, je pense que c'est l'heure de lancer ce segment. Est-ce que le jeu vidéo dépend du récit mythologique autant que le cinéma ou la littérature telle qu'on l'a connue jusqu'à aujourd'hui? Pour moi, ça appartient au patrimoine mondial en fait. L'Odyssée, Hercule, tous ces récits fondateurs qui étaient moitié de la fiction, moitié du dogme en même temps, tu vois, genre c'était... Du coup, ça devait cultiver un imaginaire très très particulier à ces époques-là, et qui en fait est tellement marquant qu'il a continué à subsister. Et je pense que sans le jeu vidéo, par exemple, on aurait beaucoup moins d'adolescents qui sont sensibilisés à la culture nordique, à Odin, Thor, etc. Parce que c'est genre, certes dans les comics ils ont un peu transmis ça, mais Thor en comics, avant que ça devienne un film, Thor c'était une licence qui devait même pas vendre 1 million de BD dans le monde, alors que Skyrim c'est plus de 10 millions de joueurs qui reconnaissent non seulement ce que c'est Thor, genre Thor il a un marteau, Odin il a des cornes, etc. Un truc que Madaron peut presque retrouver, mais par contre ils sont sensibilisés par exemple notamment à l'architecture, à l'histoire de à quoi ça ressemble une cabane qui serait construite il y a 1000 ans alors qu'il n'y a que de la forêt et des montagnes autour, tu vois, à quoi ça ressemble des parures, à quoi ça ressemble genre des vêtements de cette époque là et tout. Et en fait la recherche, même si c'est de l'heroic fantasy,
la recherche est telle que en fait c'est empreint de culture nordique. Donc la mythologie grecque, on l'a totalement, nous, elle est imprégnée parce que derrière ça a influencé Rome, ouais, et puis enfin la culture romaine, ça a alimenté la culture romaine, la culture romaine a alimenté la culture gauloise, etc. Et du coup, on est imprégné de culture romaine jusque dans notre langue, et qui est elle-même en fait imprimée de culture grecque. Donc pour moi, tu vois, c'est une évidence de se dire, oui, forcément, du coup, l'Occident a produit des œuvres qui renvoient au mythe grec. Mais en fait, la preuve avec le jeu vidéo qui transmet aussi et qui peut s'abreuver d'autres choses, c'est que du coup, grâce au jeu vidéo, on est beaucoup plus au fait à quoi ça ressemble par exemple un fantôme chinois, un fantôme japonais. Tu vois, genre tout ce folklore, un des ogres japonais, tu vois, genre ou les drogueurs nordiques, toutes sortes de choses comme ça. Qui sont purement pourtant assez étrangers à notre culture, par exemple en France. Et là, on se retrouve avec des adolescents qui savent très bien à quoi ça ressemble une sorcière des glaces japonaise, tu vois, des mythes légendaires, tu vois, genre un acteur de kabuki, et ça, tu le voyais pas forcément à la télé ou quoi que ce soit. Et pourtant, je pense que maintenant, avec le jeu vidéo, juste en s'intéressant aux jeux vidéo parce que le gameplay, parce que l'accessibilité, parce que le challenge, parce que le défi contre soi-même, on peut s'imprégner de cultures mythologiques qui sont pas forcément les nôtres dans nos racines pures, mais par contre le jeu vidéo fait rentrer ça vraiment dans un patrimoine partagé mondialement. On va rebondir tout de suite avec le débat. De toute façon, ça sert à rien de discuter avec toi, t'as toujours raison. Si, ça sert de discuter, c'est toi qui as toujours raison. Le jingle aurait eu sa place avant, mais ce n'est pas grave. Les amis, on va donc rebondir un petit peu sur ce que vient de dire Benzaï. D'après vous, voilà, est-ce que le jeu vidéo est tout autant imprégné de pensées mythologiques, de récits mythologiques, et est-ce que c'est un bon vecteur de découverte de tous ces récits-là, d'après vous, Jonathan, peut-être pour commencer? Oui, parce que c'est vrai que déjà la mythologie, on n'y pense pas souvent, on est dans l'aspect culturel, et c'est vrai que c'est très bien pour se plonger dans des choses qui existent déjà, mais en plus l'avantage de la mythologie, notamment ancienne, et du folklore, c'est qu'il n'y a pas de droit d'auteur. Non mais c'est mine de rien important, parce que du coup c'est déjà... Alors il avait raison Benzaï, il a très bien dit en parlant d'un patrimoine commun de l'humanité, qui en gros va faire sens. Les Européens ont notamment, comme il disait, sur tout ce qui est mythologie romaine, grecque, ont des choses qu'ils connaissent et qui du coup font sens, et après on peut découvrir d'autres mythologies. On n'y pense pas, mine de rien. Par exemple, c'est avec Pokémon qu'on sait que les Japonais, ils ont des mythes où il y a un poisson qui remonte le long d'une cascade et ça fait un dragon, quoi. Tout à fait, la carpe koi, qui est donc Magikarp, qui se transforme en Léviator, qu'on retrouve également dans Yakuza d'ailleurs. Là, je me souviens plus. Il y en a un qui monte, un qui descend. Tout à fait. Mais c'est vrai le jeu vidéo, c'est pratique parce que, comme toute la culture pop, ça peut se réapproprier plein de choses assez facilement pour leur donner ensuite sous forme de produits culturels pour des enfants. Et ça fait notamment, alors comme c'est très ancien, c'est quelque chose d'exotique par rapport à ce que nous on connaît. Donc c'est exotique, mais comme on a entendu parler au moins un petit peu à l'école, notamment tout ce qui est, là on parlait de God of War par exemple. Je pense que même les moins bons des élèves se voient qui peut être Zeus, qui peut être Arès, Athéna, ils ont entendu en tout cas, et c'est suffisamment familier pour eux pour qu'ils sachent de quoi on parle, en tout cas de quel type d'idée c'est, et suffisamment exotique pour avoir, enfin en tout cas à la base, parce que c'est vrai que maintenant on en est abreuvé de plus en plus, mais dans tous les supports, pas juste jeux vidéo, c'est suffisamment exotique pour avoir de l'intérêt. Donc ouais, c'est suffisamment proche, mais en même temps suffisamment lointain, si proche mais si lointain. Alexis, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, justement, cette proximité et en même temps cet exotisme? Mais justement, je pensais à des JRPG qui utilisent des figures de la mythologie parce que ça fait exotique, et comme tu dis, on voit ça comme... on sait ce que c'est, donc tu peux facilement t'identifier. Le mythe, à la base, je pense qu'il est créé par des besoins culturels, de légitimation de besoins culturels d'un groupe pour les relier à des vérités universelles. Donc le mythe traverse, il évolue avec le temps, et c'est assez intéressant de voir des œuvres aujourd'hui comme le dernier film La Momie, qui est sorti l'année dernière, il me semble, où Tom Cruise est en Irak pour trouver une momie égyptienne, et il va se battre, juste un archéologue soldat, etc. Il va se battre contre un groupe qui est comme l'État islamique. Donc il y a des nécessités politiques, et tu peux utiliser la mythologie avec ce socle commun comme étant quelque chose, un vecteur en fait de croyances et de rassemblements populaires auprès de tout le monde, parce que tout le monde connaît un minimum la mythologie. Mais alors, il y a un mot qui est un peu saillant dans ce que tu viens de dire, c'est la question de la légitimation.
C'est-à-dire peut-être aussi que la mythologie sert de terreau, de creuset pour légitimer des nouvelles formes d'art. Par exemple, on peut s'intéresser on en parlait la semaine dernière avec la stop motion en compagnie de Parotaku et surtout de Lorraine qui était fan de stop motion. Ray Harryhausen a popularisé des nouvelles techniques de trucage au cinéma avec la stop motion, etc. grâce aux créatures mythologiques dans Jason et les Argonautes, dans le Choc des Titans, etc. Et c'est pas dit que les studios auraient financé ça s'il n'y avait pas eu ces figures mythologiques qui auraient parlé directement au public, et justement ça sert de légitimation à des nouvelles formes d'art. Est-ce que selon vous, je m'adresse à vous autour de la table, peut-être Florent ou Numa, pose ta question d'abord. Eh ben oui, j'y vais justement. Est-ce que ça s'applique aux jeux vidéo d'après vous ? C'est-à-dire, le jeu vidéo se sert de cet imaginaire mythologique comme vecteur de sa propre légitimation. Bah carrément, déjà il y a Yu-Gi-Oh juste en face, où plusieurs fois, là ils reviennent sur la mythologie égyptienne, après sur d'autres têtes mythologiques que j'ai pas forcément vues. T'as aussi Golden Sun aussi. Bien sûr. Bon, là c'est pas la mythologie qu'on connaît nous, mais ils créent aussi leur propre mythologie. En quelque sorte, Monster Hunter avec toutes les créatures aussi. Bien sûr. Donc là ils parlent pas mythologie, ils ont carrément un monde avec des dragons. Mais alors, on y viendra après, effectivement, voilà, comment créer sa propre cosmogonie, etc. Mais voilà, ouais, tout s'inspire, et de toute façon c'est même au final on va pas dans le jeu vidéo mais dans le cinéma Star Wars quoi, c'est aussi inspiré de la mythologie. Et alors tu voulais, pardon, oui, Jonathan, tu voulais rebondir. Non mais là ça, parce que c'est vrai que là avec Shin Megami Tensei et Persona on a ça à plein, parce que t'as toutes les références effectivement mythologiques, avec en plus de la psychologie, tout le côté Persona justement qui remonte à côté, tout ce qui permet aux producteurs de jeux vidéo de montrer qu'ils peuvent, enfin en fait que le média, le médium pardon, ça peut aussi avoir des questions, faire réfléchir, ou en tout cas ramener à quelque chose de culturel, parce que c'était pendant très longtemps le problème du jeu vidéo, que c'était un jeu et que c'était pas un produit culturel. Ildebrando, tu voulais rebondir à ce sujet, je crois. Non, mais par rapport aux jeux vidéo, moi je pense qu'il y a un lien très clair et net entre la mythologie et le jeu vidéo, c'est que la mythologie a globalement, dans ses récits et dans ses aventures et toutes ses formes de narration, c'est quelque chose de purement initiatique. Dans la plupart de ces formes, il y a toujours le rapport du grand, de l'ensemble avec l'individu, ce genre de choses. Et le jeu vidéo est par définition un rite initiatique, une aventure initiatique. On part d'un point, on évolue et on va vers d'autres choses. Je pense que c'est pour ça que naturellement il y a une connexion qui se fait et qui se prête complètement à cette chose-là. On va affronter des faits, des événements, des gens à travers un spectre qui en fin de compte est déjà très bien construit. Donc ça veut dire que pour toi c'est prêt à l'emploi quoi, un peu cette mythologie, ça se marie très bien avec forcément, je veux dire, c'est très facile de dire ne serait-ce que pour parler de God of War, dans un jeu tu as besoin de la structure ancienne, on va dire, des boss, etc. Se dire que tu as un mec qui va aller tuer le mont Olympe, c'est t'as littéralement un héros avec des créatures en face. Florent, tu voulais réagir? Oui, parce que je rebondis sur ce que dit DB et aussi sur ce qu'a dit Zem. C'est que le jeu vidéo cherche la légitimité dans les mythes, c'est normal. Et puis aussi, les mythes sont un terreau absolument fertile où les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, et où évidemment, vu que c'est quand même un peu moins connu, c'est dans l'inconscient collectif, mais les gens ne sont pas forcément des spécialistes parce que c'est vieux. Donc on peut faire un peu n'importe quoi avec ça, créer des trucs totalement what the fuck, comme God of War à la base, c'est un truc what the fuck quoi, le mec qui va péter tout le mont Olympe comme tu le disais. Et donc ça permet je pense une plus grande créativité. En mode what the fuck, là derrière il y a les images de clash du clash des titans, voilà, avec Mouloud Achour, il faut totalement what the fuck, oui, qui saute sur un scorpion, rappelez-vous. Tout à fait. Donc ça peut légitimer le fait de faire du what the fuck en ancrant ça dans un inconscient collectif. En même temps, c'est du what the fuck, la mythologie. Mais là, ça appelle carrément notre imagination à imaginer des trucs complètement what the fuck que tu verrais jamais. Mais là, tu peux faire n'importe quoi, trahir la vraie légende, le vrai truc. Les gens vont pas venir gueuler de toute façon parce que tu n'as pas fait exactement ça. Voilà, c'est ça. T'as pas une fanbase hardcore sur Twitter qui va venir gueuler quoi. Sauf si on touche au sacré, parce qu'il s'agit quand même de mythologie. La mythologie, on touche quand même à quelque chose de sacré à la base, qui est ancré dans un certain passé révolu.
mais on touche quand même à quelque chose de sacré. Et il y a toutes des différentes questions. C'est est-ce que, par exemple, si on joue avec l'imagerie, je pense chrétienne, notamment il y a Evangelion sur le plateau par exemple, si on joue avec l'imagerie chrétienne, est-ce que ça peut pas également créer des tensions ou Dans le cas de jeux vidéo, tu as eu des censures, notamment quand ça sortit du Japon, parce qu'au Japon, ils n'ont pas trop de problèmes à parler de ça, mais tu as énormément de cas, et même dans le cas du Yu-Gi-Oh, de cas de censure hors du Japon de certaines cartes, là dans le cas du Yu-Gi-Oh, de certains jeux, où par exemple, Final Fantasy, tu as pu avoir des sorts Holy, le sort saint le sort saint qui devient lumière ou quelque chose comme ça. C'est, tu vois, des références qui des fois sont pas forcément, maintenant qui sont peut-être plus acceptées, mais qui n'étaient pas forcément à la base. Et alors, pour refermer ce premier segment, est-ce que la mythologie finalement n'a pas toujours été pop ? Parce qu'aujourd'hui on parle de la mythologie dans la pop culture, est-ce que ça touche C'est littéralement de la culture populaire, c'est un folklore, c'est littéralement l'histoire qu'on se raconte entre nous, commun à tous, et qu'on est tous censés connaître. Donc fondamentalement, pour toi, Île des Bandeaux, il n'y a pas de différence. Mais si, il y a une différence, c'est que d'un côté c'est né du sacré, il y a quand même une ambition de vouloir expliquer quelque chose. Après, ça revient à toute notion de culture qui est d'essayer d'expliquer des choses qu'on comprend pas forcément, les concepts qu'on s'est inventés tout seul. Enfin, il y a toute une relation de l'œuf ou la poule qui est beaucoup plus compliquée dans tout ça. Maintenant, on sait que la culture pop aujourd'hui moderne, parce qu'elle est moderne, elle a complètement changé de cap et d'ambition, on va dire, puisque on est quand même dans une époque qui va dénaturer le sacré de par sa invraisemblable. Voilà, parfait, merci. Invraisemblable voilà, et donc forcément ça va pas prendre la même échelle. Il y a une différence fondamentale à mon sens, parce que la pop culture ça reste du divertissement, là où la mythologie c'était des interdits, que c'était une époque à la création de la mythologie, c'était certes populaire et très partagé, mais ça dictait comment les humains devaient se... Ouais, mais on sait que tous les conteurs de mythologie, toutes les personnes qui se baladaient, qui allaient raconter les histoires, avaient chacune leur variation, oui, il y a cette dimension sacrée, mais c'est parce que c'est temporel, si tu veux. C'est un peu comme aujourd'hui, tu n'as pas le droit de dire n'importe quoi sur un comics ou autre, t'as la fanbase qui vient réagir derrière, c'est des personnes qui vont avoir un rapport particulier avec la chose, mais après, en fin de compte, si tu regardes bien, il n'y a pas de vraie version, il n'y a pas de... On parlera des comics dans la deuxième partie, mais avant tout cela, au risque de vous interrompre, il y a quand même une conversation qui se fait sur le chat qui est en réaction. Evangelion a été très bien accueilli en France et en Italie, nous dit Mafuba 3, pays très chrétien. En fait, quand on tord quelque chose à l'extrême, les gens ne cherchent plus à comparer ça au mythe original. Enfin, les gens aussi peut-être n'avaient pas fait attention que... Ils sont pas allés jusqu'au bout de la série, peut-être pour ça. Non, ils ont peut-être pas fait gaffe à ce qui se passait. Ils n'ont pas vu les messages. Disons que le décorum, on fait fausse piste. Non, il a raison sur le fait que dès que c'est un peu tordu, dès que c'est un peu vraiment très adapté, tout de suite, même les mythes catholiques, etc., dans des pays très chrétiens, les gens vont moins tout de suite le prendre, c'est moins premier degré. Inconsciemment, ils savent que c'est une adaptation d'une histoire, que ils veulent que ça ne veut pas attaquer l'église catholique. Le Dracula de Bram Stoker, par exemple. Voilà. J'avais une deuxième intervention sur le chat, de French Phenom, qui nous disait la réinterprétation la plus improbable reste pour moi Dragon Ball, qui réinterprétait le mythe chinois, le voyage en Occident. Donc Dragon Ball Evolution en vrai, la truc la plus improbable. Et Dragon Ball est devenu, elle était trop facile celle-là, je suis désolé, je peux pas te l'accorder. Dragon Ball est devenu tellement populaire que beaucoup ne connaissent plus le Sangoku original. Et Damien, du coup, peut-être notre expert en japanimation, a peut-être d'autres choses à ajouter là-dessus, sur la façon peut-être dont le manga réadapte certains mythes qui ne viennent pas forcément du Japon. En fait, il y a plein d'influences au Japon qui sont reprises par des mangaka ou par des auteurs d'animation, et ça se voit autant sur Dragon Ball. Alors, mais même le mythe du voyage en Occident, c'est un récit qui est vraiment très très culte, en fait, que ce soit en Chine ou au Japon, parce qu'il a été retraduit plus récemment en fait chez les Japonais. Et du coup, c'est vrai que énormément de mangaka se sont inspirés de ce texte-là pour faire leur propre tambouille. Et c'est pas les seuls, mais par contre de leur côté les Chinois ont continué d'adapter, réadapter encore et encore le même mythe. Il doit y avoir peut-être 15 films sur le même sujet, quoi. Donc, et l'un des derniers en date était excellent d'ailleurs. Si vous voulez le voir, regardez-le, c'était celui d'animation. C'est très très bien, de Stephen Chow. Non. Et Quaternum qui nous dit sur le chat, et pourtant le premier animé Jojo se tapait une polémique parce que Dio lisait un Coran dans un taxi, si je dis pas de bêtises. Oui, mais il était en Égypte, alors bon, forcément. Oui.
Les mentalités ont évolué, c'est bon. Voilà, et c'est sur ce bon mot qu'on va refermer cette première partie du débat. Donc on va s'écouter une pause musicale, Jonathan, que tu as bien choisi toi-même cette fois-ci. Oui, tout à fait. Je me suis dit, justement, on parlait de Shin Megami Tensei de Persona, donc autant amener de la bonne musique avec le thème des boss de Persona 5. Super choix. Super choix, je valide. Et pour une fois que c'est pas... Ils sont partout. Et pour une fois que c'est pas moi, vous pouvez bien sûr nous follow @hyperlink_reveal sur Twitter et sur Twitch et poser vos questions et partager vos anecdotes. On y répondra dans la deuxième partie du débat. Et pour l'heure, on va s'écouter de la bonne musique, n'est-ce pas, Ildebrando? À tout de suite. De retour pour le 55e numéro. Désolé, excuse-moi, parce qu'en fait j'ai ouvert le coffret DVD et j'ai vu qu'il y avait le Royaume de Cristal et tout de suite j'ai fait voilà. Eh bien, écoute, c'est un coffret Indiana Jones et comme tout le monde le sait, il n'y en a que 3. Il y a le 1, le 3 et le 4. Voilà. Excuse-moi. Joli plot twist, ouais. Bien joué. GG. Désolé, non, je vois pas pourquoi je m'excuse. Bref, c'est moi qui m'excuse. C'est la deuxième partie du débat, les avis. Ildebrando, est-ce que la pause t'a plu très rapidement par oui ou par non? Mais j'ai aucun problème avec la musique de Persona. D'accord, très bien. Il a rien écouté. Il a fait que brailler sur. Pour être honnête, il gueulait encore sur God of War. Enfin, gueulait, non, il disait que c'était. Vous voulez qu'on balance? Attention, moi j'ai des dossiers, les gars. Bref. Avant la pause musicale, on avait la question épineuse de la récupération de certaines icônes et du détournement des icônes qui se posaient. Et il s'avère qu'on l'a posé également à Benzaï. Voilà, et donc il va y répondre. Mon Dieu, comme ce conducteur est bien agencé. Si on doit réécrire des mythes un peu pour le public actuel, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'en trahir parfois un peu la substantifique moelle et de garder juste un décorum? Je pense à Senseiya par exemple. Tu vois, on exploite un décorum qui est évocateur pour un public, mais on n'en garde pas forcément la portée symbolique. On regarde que les Chevaliers du Zodiac n'a aucun sens mythologiquement. Genre à part que Hadès est le dieu des enfers, ils n'ont pas compris grand chose d'autre. Enfin genre pour moi c'est de l'intertextualité, c'est-à-dire que c'est genre les Japonais ont pris ça parce que c'est stylé. C'est comme il y a des tas de symboles christiques dans Evangelion. D'ailleurs qu'ils ont assumé que c'était plutôt pour le style que pour autre chose. Mais en fait c'est aussi ça le... C'est aussi ça le truc, tu vois, on a eu toute une... Pourquoi on est en école de l'art, en école des beaux-arts, on apprend le japonisme, qui était un vrai courant artistique d'une certaine époque. On apprend le japonisme où en fait on a ramené surtout avant tout des couleurs, des compositions, des robes et des parures avant de se poser la question pourquoi, comment. Tu vois, genre du coup on se retrouvait avec des chanteuses d'opéra déguisées en geisha, ça n'a aucun fucking sens, tu vois. Et pour moi, tu vois, c'est pas plus ridicule que d'avoir un manga Iron Man où il se bat contre des armures du Zodiac. Parce que ça existe, hein. Il y a une adaptation animée d'Iron Man où il y a il y a des espèces d'Iron Man du Zodiac dedans, et puis on s'en bat les couilles, quoi. Et en fait, pour moi, ça reste de l'intertexte, c'est de la réappropriation, mais en fait, pour moi, il n'y a pas de désacralisation du mythe, parce que de toute façon, on va parler de désacralisation quand les dogmes sont encore appliqués aujourd'hui, sont encore pratiqués. Tu vois, genre, tu veux faire un... Bon, et pourtant, tu vois, au Japon, ils ont un manga où c'est Jésus-Christ et Bouddha qui bouffent des ramen, tu vois, ils s'en battent un peu plus les roustons. Mais alors que chez nous, on n'a jamais eu aucun scrupule, ou même à Hollywood, à reprendre les mythes grecs et en faire aussi n'importe quoi. Tu sais, genre combien de... Tout simplement, dans le Disney Hercule, si vous êtes fan de mythologie grecque, c'est à s'arracher les cheveux. Tu vois, genre Hadès est forcément le méchant parce que c'est les enfers, parce qu'on a remis une couche de christianisme par-dessus, alors qu'Hadès, c'est juste un mec qui fait son taf, et aux enfers, il y a les enfers... voilà, les enfers romains et grecs, en fait, contiennent le paradis grec. Et tu vois, genre en fait, on a nous-mêmes, en fait, dès lors que le mythe, on va dire, va plus choquer personne, parce qu'il y a plus grand monde qui prie Zeus et qui prie ou tu vois, Orphée ou je ne sais quoi. Et ben dès lors, en fait, nous-mêmes, on s'est pas fait chier pour tout réinterpréter, notamment à l'époque de la Renaissance, etc. En mode genre, vas-y, en fait, les dieux grecs, ça ressemble à ci, ça ressemble à ça, parce qu'en fait, on va célébrer le corps. Donc en fait, on a nous-mêmes refait ça. Et du coup, ce serait presque un peu présomptueux de se dire mais les Japonais, ils devraient pas avoir le droit de reprendre les signes du zodiaque et la mythologie grecque à leur compte ou quoi que ce soit, ou faire un manga où il y a Jésus, etc. Pour moi, je vois pas ça comme un problème. En fait, ça veut surtout dire en fait que ça subsiste de la même façon que, tu vois, mais en fait, il y a des gosses qui vont peut-être s'intéresser aux mythologies nordiques.
en se disant bah, ok, Thor c'est marrant au cinéma, mais c'est quoi la vraie histoire, ça vient d'où, les vrais dieux nordiques? Voilà, donc après, c'est vraiment la question, tout simplement, c'est on a un petit peu mordu dans la première partie, il est vrai. Il est vrai. Mais c'est vrai que la question reste quand même un petit peu entière. Est-ce que adapter les mythes d'hier au public d'aujourd'hui, formulons-la comme ça, est-ce que c'est forcément trahir le symbolisme? Non, le symbolisme il change. Mais dans le micro, Numa, s'il te plaît. Non, pas du tout. Le symbolisme il change, ça évolue. Regardez, quelque chose qu'on ne pouvait vraiment pas forcément faire à l'époque, c'était. Mais là, j'ai par exemple faire je sais pas si je me vais manger sur autre chose, mais c'est on regarde DC Comics qui représente vraiment une façon, on va dire, mise à jour de la mythologie. Et on a rajouté un autre truc qui va être par exemple le camp de Lex Luthor ou d'autres personnages qui sont contre la mythologie, enfin on va dire c'est contre les dieux, qui vont essayer de les buter ces dieux. Et donc là je m'éloigne carrément du sujet. Ah non, pas du tout, on est dedans. Mais du coup, bah, c'est comment dire, c'est quelque chose qui. Je ne me rappelle plus la question du début en fait. Non mais en gros, si tu veux. Je me suis perdu dans mes. Termine ta phrase, vas-y. Non mais en gros, si tu veux, mais tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant. Donc je préfère, on peut avancer sur ce point, c'est qu'effectivement, les comics, à leur manière, ont réactualisé cet Olympe qu'on a connu avec la culture grecque et la culture romaine. Sous la forme de super-héros en fait, et de personnages surhumains qui incarnent à chacun de leur manière des fonctions et des types. Se prennent eux-mêmes pour des dieux. Si Justice League c'est pas le mont Olympe, excuse-moi, je sais pas comment tourner, tu vois. Je parle pas du film, je parle vraiment au niveau comics et tout, parce que. Oui, Florent. Juste chez DC, de toute façon c'était dit dès le départ dans les années 30 quand ils ont créé leur truc et tout, que eux ils adaptaient les thèmes de la mythologie grecque. Vous avez super-héros, Flash, le tout premier design de Flash. C'est Hermès. Il y a plein d'autres héros comme ça de DC. Wonder Woman, c'est carrément Diana. Voilà. L'avantage, c'est que dès le départ, c'était leur postulat dès le départ. Estia, du coup, pas Diane, parce que Diane, c'est romain. Passons. Oui, mais c'est ça. Le cascouille. C'est bon, on voit que t'as fait des études. C'est bon. Ah bah, prépa littéraire, désolé. Oui, Alexis, excuse-moi. Là, ce qu'on met en lumière en disant ça, c'est qu'il y a deux choses différentes. Il y a vraiment l'adaptation fidèle et littérale de la mythologie, donc God of War, Okami. Enfin, c'est pas forcément plus fidèle, c'est remise à jour encore une fois. Fidèle dans le sens où ça prend place dans un univers qui se veut être celui de la mythologie. Edge of Mythology, par exemple, etc. Et là, ce dont on parle, qui est plutôt pour moi un mythologie, c'est la mythologie moderne serait plus un univers de fiction riche et développé qui prendrait pour code les mêmes codes que de la mythologie, mais qui ambitionnerait d'en créer artificiellement. Et avec ça, tu crées des nouveaux vecteurs via les super-héros notamment. Mais pour moi, c'est pas vraiment la même chose quand même, ces deux choses-là, parce que Thor, par exemple dans le dernier Thor, qui est un très bon film, n'a pas grand-chose à voir avec le Thor de la mythologie nordique, tel même qu'il pouvait être dans des jeux comme Age of Mythology. Non, là ils ont fait un espèce de joueur de football qui a un marteau. Et je fais un énorme facepalm et je remercie DJ One Piece 300 sur le chat de me taper sur les doigts, et il a tout à fait raison. Diane, c'est Artemis. En fait, c'est parce que ce qu'il y a pu te confondre, c'est que t'as Arès et Diane dans le même truc. Oui. C'est pour ça, il me semblait. J'ai pas voulu. Ouais, non, mais par contre, c'est révélateur, parce qu'en fait, à la fois DC, mais tout ce qu'on a depuis surtout pas mal les années 60 avec Tolkien, avec plus tard Star Wars, en fait tous les univers que la pop culture essaie de mettre en avant, des univers dans lesquels justement il y a ce que tu disais, des cosmogonies, et en fait on reprend plein de trucs de la Bible, de la mythologie classique, on va dire, pour les mettre à leur sauce. Je sais pour le coup de quoi je parle, ayant écrit un bouquin sur FF4. FF4, FF en général, vous avez on reprend Ifrit, Shiva, vous voyez un peu tous les éons, toutes les invocations. Toutes les invocations, déjà c'est quelque chose, mais vous prenez FF4, vous avez la tour de Babil, qui rappelle la tour de Babel sans lettres. Par contre, il y a le personnage de Cain qui est pour le coup avec le nom et l'évocation de Cain et son rôle dans l'histoire, il y a un petit peu de ça. Puis il y a un emprunt également au récit de la princesse Kaguya avec les Lunariens, etc. Bon, ça c'est du spoil, pardon. Mais en même temps, on spoil FF4. C'est bon, normalement. Ça va, c'est pas le plus.
plus embêtant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, c'est un peu ce que disait aussi Benzaï dans son intervention, les créatifs, ils prennent ce qu'ils veulent généralement et ils réfléchissent après. L'important, c'est que pour eux, ça fasse une bonne histoire. Des fois, ça fait sens en symbole. Des fois, finalement, si ça l'est pas, c'est pas très grave. Ça, au pire, ça va sonner bien et ça va être intéressant pour eux. Un rappel gratuit. Effectivement. Tu soulevais hors antenne une question assez intéressante, et Alexis me semble aussi avant l'émission, qu'il fallait bien distinguer deux choses, à savoir adapter des récits mythologiques antiques avec des personnages récents ou même avec un setting un peu plus récent, un peu à la American Gods par exemple ou des choses comme ça, ou sinon créer une nouvelle cosmogonie. Tu viens de le mentionner un peu, avec notamment, je pense à Tolkien, je pense à Lovecraft, je pense, tu mentionnais J.K. Rowling hors antenne. Pokémon. Oui, c'est vrai que Pokémon, c'est toute une. C'est vrai que il y a toute une cosmogonie. C'est vrai qu'au fur et à mesure des jeux, t'as eu un dieu, t'as eu les créateurs de machin, de la lumière, tout ça. Donc c'est vrai que oui, ça marche aussi. Mais la question, c'est est-ce que finalement ces nouveaux panthéons peuvent défendre des valeurs un peu plus séculaires, un peu plus différentes du sacré des mythologies antiques, ou est-ce qu'on se mord la queue et on retombe dans les mêmes. C'est surtout que c'est pas leur fonction. Leur fonction, c'est quand même dans une mission de divertissement. C'est ce qu'on disait. Et que le but, c'est quand même de faire vendre un produit. Après, il y a des créatifs qui font ça par cynisme, il y a des créatifs qui vont vouloir le charger de symboles. Mais là, tu vas voir ça au cas par cas en fait. Et des fois, pour une même adaptation, tu vas avoir des gens avec des intentions totalement différentes qui vont retrouver des choses totalement différentes. Rien que là, ce qui passe, je sais pas lequel c'est, je sais pas si c'est God of Egypt. C'est Chuck Dixon, voilà. Tu vas avoir voilà, ça, c'est pas la même chose que par exemple Hercule de Disney. Mais ça va reprendre une mythologie qui est quand même à la base elle-même et ça va faire plus ou moins des emprunts, des choses différentes. Effectivement, Hercule, on en parlait aussi, le fait que Hera n'est pas du tout la même place dans le Disney que dans la mythologie originelle. Et en fait, on va arriver, selon ce qu'on veut faire, un produit familial, un divertissement tout public ou quelque chose d'un peu plus corsé, un peu plus adulte, on va avoir des symboles ou des choses qui vont être totalement différentes. Mais c'est ça à la base, je pense, qui change. Alexis, tu voulais... Justement, là tu parles de ça, mais ça me fait penser à la narration et au livre de Joseph Campbell, Le héros au mille et un visages, qui explique un petit peu que tous les mythes, c'est un peu toujours la même chose, ils racontent toujours la même histoire, après on peut l'adapter comme on veut. Mais c'est intéressant parce que j'avais noté finalement qu'au début on a un héros qui a une sorte de réveil, qui est physique ou mental, qui va être poussé par un événement ou une force surnaturelle à se lancer dans une périlleuse aventure qui va vouloir viser à détruire le mal. Normal un peu plus. Comment ? Le héros, il va se battre contre des entités plus puissantes que lui, il va triompher et le bien va être restauré dans la galaxie. Et quand on dit ça, en fait, c'est finalement ni plus ni moins le scénario du dernier Zelda, quoi. C'est le scénario de Star Wars, c'est le scénario en fait de beaucoup de choses qui ont été repris pour ça. Maintenant, il y a ceux qui le reprennent tel quel et ceux qui arrivent à changer 2-3 choses, sachant que c'est un scénario à partir d'un héros. C'est pas forcément le cas de tous les scénarios, de tous les personnages. Mais c'est vrai que c'est une question, Florent Numa, je vois que vous avez envie de réagir. Est-ce que le monomythe, c'est une fatalité ou est-ce que c'est juste une facilité dont on pourrait se passer ? Non, je pense qu'en fait justement ça va être difficile de s'en passer, c'est tellement dans notre culture aussi que c'est tellement ancré que ça va être difficile quoi. Essayer de faire un truc qui est contre nature à la face, c'est tellement ancré, voilà, c'est pas possible. Ça dépend quel est ton but dans ta création que tu veux faire, que ce soit ton film, ton jeu vidéo, ton livre, je sais pas quoi, ça dépend. Si tu veux faire un truc très grand public et qui veut se vendre à tout le monde, tu restes dans ce thème du monomythe. Si tu veux faire un truc un peu plus expérimental, un peu plus qui change, mais là où tu te dis bon, ça plaira peut-être pas à tout le monde, là tu essayes de faire autre chose. Mais c'est là que la démarche est intéressante, c'est justement d'essayer d'aller à l'encontre des conventions. On le voit bien, on en a parlé il y a 4-5 émissions du fait que la culture pop geek est en train de mourir. Avec Ready Player One, c'est en train de mourir et que justement là ce qui est en train de se créer, c'est ceux qui sont à l'encontre de ce qu'on voit actuellement. Donc je me suis perdu dans la fin de ma conclusion, tu me l'as compris quoi. Tu veux dire qu'en gros la pop culture spéculative est en train de mourir. C'est ça. Voilà, mais pas la pop culture au sens de pas la création, intention créative. C'était ce à quoi on arrivait, pas la création ne mourra pas. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce qu'à partir du moment où le Joseph Campbell il te donne des clés d'écriture d'une histoire à dimension mythique, finalement c'est tout ce qu'on disait, toutes les œuvres qu'on a citées, c'est ça. C'est dur d'en sortir puisque tu
tu cherches quoi en fait finalement dans la création si tu... c'est justement ce que tu ça dépend ce que tu cherches. Si tu as envie de plaire à tout le monde, tu vas rester là-dedans, c'est facile, c'est la facilité. Jonathan. Pour le coup, c'est vrai. Techniquement. Damien. Non, vas-y. Bon, Damien d'abord, parce qu'il n'a pas beaucoup parlé, et après, Jonathan, je te passe la parole. God of War, c'est quand même pas trop monomythe. À la fin du jeu, tu t'as pas trop sauvé le monde, quoi. Mais c'est aussi pour ça que c'est intéressant, c'est que ça va justement subvertir un petit peu le modèle de base. Enfin, moi, je sais, m'intéressant au JRPG à la fantasy, le nombre de justement de reprises de ce genre de scénario. On parle souvent du JRPG comme le mec qui est soit amnésique, soit qui commence dans un petit village, qui se le fait détruire et qui va faire une quête pour sauver le monde. C'est exactement ça. Et justement, tu vas avoir des jeux qui vont aller un peu à l'encontre, voire totalement à l'encontre de ça, qui vont généralement être plus mémorables, en tout cas au niveau du scénario, que les autres. Après, on peut avoir quand même quelque chose de classique et s'en sortir convenablement. Ça dépend après des personnages, ça dépend après de plein de choses. Après, tu as quand même quelques perspectives de dépassement. Là, je me fais le vaisseau de PJ, notre réalisateur, qui est un grand fan de Dan Harmon. Je couplerai sa référence à Carpenter, car le héros carpenterien se retrouve un petit peu là-dedans, John Carpenter, réalisateur. C'est justement des films et des histoires qui vont essayer de subvertir le voyage du héros. Chez Dan Harmon, ça prend plutôt la forme plutôt qu'un éveil métaphysique d'un choix. Si on va au devant de l'événement sans savoir forcément ce qu'on va y trouver, et à partir de là, peut-être qu'on quitte cette logique de héros désigné par une espèce de justice immanente pour un ordre supérieur qu'on va dire, et de l'autre côté Carpenter qui carrément refuse à ses héros une espèce de salut transcendant comme ce qu'on peut voir dans Big Trouble in Little China par exemple, où Jack Burton n'est pas finalement, c'est celui qui est précipité dans les événements, mais c'est pas lui qui trouve la clé de résolution de l'intrigue, quoi. Puis t'as l'arrivée de tous les anti-héros aussi qui vont changer. Enfin, en fait, c'est comme tout, le monomythe, c'est quelque chose qui est pratique, mais qui est une base sur laquelle on peut changer des choses, voire la subvertir, et on a tellement mangé ces derniers temps que plus on arrive à la subvertir intelligemment, plus ça donne d'espoir pour un bon scénario. On a sur le chat Damien effectivement qui disait Binding of Isaac, c'est quand même très biblique. Oui, effectivement. Damien, veux-tu approfondir sur ce point? C'est de la Bible. Non, mais quand les personnages de Binding of Isaac, en fait, c'est que des personnages de la Bible. Oui. Les personnages. Tu t'en rends compte? C'est Isaac qui se cosplay en Marie-Madeleine. A réussi à mettre ça dans un univers très caca, tu peux le dire. Scatophile. Ouais, alors scato pipi caca, mais alors en plus de ça, un peu sale, mais avec une ambiance ultra malsaine, quoi. Et pourtant dans un style tout à fait kawaii, avec des personnages très mignons. Mais c'est tout le but du jeu, Damien. C'est tout le genre. Alors, on va te faire lire Toulouse. T'as pas lu Toulouse, toi, on va te faire lire Toulouse. Mais du coup, je trouve ça très osé parce qu'en fait, d'habitude, on n'ose pas trop toucher à ce qui est au-delà de la mythologie grecque, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est sur des religions qui n'ont pas encore disparu, et à partir de là, on évite d'y toucher parce que sinon on se prend des gens à dos, et lui il l'a fait en fait. Et ça m'étonne beaucoup. Jonathan, avant de donner peut-être la parole à Alexis. Très vite, c'est vrai que du coup, donc toute la team Meat et tous ceux qui ont fait Binding of Isaac se doutaient très bien que le jeu, pour eux c'était un jeu de niche qui allait pas se vendre, notamment, du moins pas devenir mainstream à cause de ce thème-là, et ça l'a pas empêché de l'être. Et ce que Edmund McMillen voulait, et ce qui s'est fait 7 ou 8 ans après la création du jeu, c'est qu'il arrive sur les consoles Nintendo, parce que c'était ça qui avait empêché de l'être à la base. Oui, c'est ce que je voulais dire, justement, il a pas pu sortir non plus sur iOS pendant très longtemps, pour ces raisons-là, donc ça a quand même bloqué un peu. Ça a bloqué un peu. Est-ce que tu peux me lire, Hildebrando, s'il te plaît, à l'intervention de DJ One Piece, car il me semble que c'est assez important par rapport au sujet. Il parle que dans Warframe, le nouveau chapitre d'histoire révélé il y a peu est appelé Apostasie, terme religieux qui permet de faire des suppositions sur la suite du scénario. Ok, très bien, petite anecdote. Donc effectivement, il me semble, je pensais que on allait partir sur l'apostasie. L'apostasie, pour ceux qui sachent, c'est quand tu renies ton baptême. Tout à fait, voilà. Donc faut-il relier son baptême pour jouer à Isaac? Je ne sais pas. Les avis, c'est peut-être sur cette question qu'on finira cette émission. Vous pouvez y répondre évidemment dans le chat. Mais pour l'heure, les amis, je vous remercie pour ce débat très intéressant qu'on a pu avoir. Merci Jonathan, merci IDB, merci Alexis, merci Numa, merci Florent, merci la technique. On ne se quitte pas pour autant, car c'est l'heure du quiz musical. Et alors le quiz musical, et j'ai oublié de remercier Damien, pardon Damien, tu peux me frapper si tu veux.
Mais pas avant la Japan Expo, s'il te plaît. Damien, t'es dans notre équipe. Hein. C'est dans l'équipe rouge. Hein. Alors voilà, nous avons l'équipe bleue d'un côté, Alexis, Jonathan. Je veux pas être Sonic. Et désolé. Et Ildebrando. Et nous avons l'équipe rouge de l'autre côté avec Florent, Numa et Damien. Pour rappel, c'est 5 morceaux, 1 point par bonne réponse. Vous ne pouvez donner qu'une seule réponse. Si vous donnez une mauvaise, c'est l'équipe qui a la main. Et enfin voilà, et ça alterne et métronome, tout ça. C'est qu'une bonne réponse par membre d'équipe, hein, pas par équipe. Non, vous dites l'équipe bleue dit par exemple non, mais une mauvaise réponse. Ça passe à la voilà, c'est pour ça il faut réfléchir et ça permet à l'auditeur d'écouter un minimum le morceau. Faut savoir. Non mais j'ai essayé de niquer la règle donc. et non. Non mais Karel il se laisse pas avoir, t'inquiète, on a déjà essayé. Ce ne sera pas pour cette fois. Ce quiz s'intitule Tous des mythos et je vous rassure tout de suite, il n'y aura pas de Max Boublil dedans. Est-ce qu'il y a Fatal Bazooka? Non. Mince. Premier morceau. C'est pas Skyrim ça. Ah non, pardon. Non, ce n'est pas Skyrim. Ça ressemble beaucoup à God of War en fait. C'est le 3. God of War 2. Non, c'est God of War 1. God of War 1. non, mais en vrai, c'est IDV qui a le point. Je suis désolé. Ah oui, dit en premier. Mon petit IDV, tu as un point. Bravo. Non mais merci pour l'afflux condescendant. Je vous emmerde. Non, moi j'étais sincère. Non, mais c'est plus par rapport au reste. C'est de la inside joke, genre de conneries. Il fallait aimer Persona 5. Voilà, deuxième morceau. Oh merde. Là, c'était condescendant. Ça souffle en régie, ça souffle, c'est pas bien. Alors, c'est la mythologie asiatique, comme vous pouvez le deviner. C'est un jeu sorti sur PS2. Et on ne regarde pas le chat. Ah, bravo, bravo Damien. Alors Damien, sois tout à fait honnête avec nous. Est-ce que tu regardes le chat pendant que tu fais le quiz? Parce que j'ai planté sur le chat. Honnêtement, t'aurais dit oui, j'aurais pensé. Ah mais il y a 30 secondes de décalage généralement. D'accord. Bon bah pas 30 secondes mais bon. Très bien. Bon bah écoute, j'y ai pensé et puis je me suis dit non, c'est pas ça quoi. Écoute, ça passe pour cette fois. Ça paraissait trop évident. Trop évident. Non, c'était effectivement Okami, jeu de Capcom, dernier jeu de Clover Studio avant que ce petit ange ne s'en aille. Disponible sur Switch bientôt. Voilà, vous pouvez y jouer avec une version HD. C'est donc un partout pour l'équipe rouge et pour l'équipe bleue. Troisième morceau. Ah, c'est facile, ça c'est. Putain. C'est Neon Genesis Evangelion. Bravo. Bravo, c'est Angel Attack. C'est la musique des anges. Ouais. La musique des anges dans Evangelion. Bravo. Putain. Bravo. 2 points pour l'équipe bleue, 2-1. 2 points pour lui. Pour l'équipe. IDB, il est bon. Je vous emmerde. Pour une fois. Et Sébastien valide en régie. Putain. Il a vu Eva il y a pas longtemps. Bah oui. Là, c'est pour ça. Il en est ressorti transformé un peu comme perle de lait. On est parti pour cette référence m'a tué. On est parti. Ouais, c'est vrai que ça a eu le même effet sur mon intestin, effectivement. Merci, au revoir. Quatrième morceau, j'ai dit. Zelda. Non. Équipe rouge. Putain, c'est pas du Golden Sun. Non, c'est pas Golden Sun. Équipe bleue. Mais dis pas. Attends. On a plus rien de répondre. Mais si, attends. Mais si, c'est le. Tu l'avais ? On touche pas le micro, Alexis, attention. Je touche pas le micro. Tu viens de le taper. Et tu veux pas mettre un cooldown ? Non, attends. C'est pas Thor ? C'est pas Thor. Non, c'est pas Thor. Équipe rouge. C'est pas Kingdom Hearts ? Non, pas Kingdom. Équipe bleue. Mais non, mais le thème c'est. J'aurais reconnu si c'était ça. C'est un jeu sur PC. Ah bon ? Si, c'est. C'est un RTS. Mais Age of Mythology. Age of Oui, c'est ça, putain. Honnêtement, au pif. RTS Mais gestion. c'est pour ça que j'ai pensé Thor. Age of Mythology, voilà, effectivement. Voilà, donc 1 point pour Jonathan, bravo. Allez là. 3-1 pour l'équipe bleue, mon Dieu. Vraiment, Damien, dépêche-toi. Coup de bol pour que je trouve un truc sur PC. Il n'y a pas de concurrence. Donc là, c'est bon. Donc là, c'est à peu près joué. Ouais, c'est cadeau. C'est le dernier point pour la beauté du geste, pour la beauté du jeu. C'est parti pour le dernier morceau.
Hercule. Ah oui, bien joué, bien joué. Il est bon, effectivement, c'est Hercule de 0 on a en tout gagné. héros. De 0 Ça veut dire qu'on a gagné, parce que ceux qui gagnent le dernier, ils gagnent tout. Ouais, bien sûr. Évidemment, bah non. Si, le dernier, ça vaut bien 10 points. C'est comme pour le. Il n'y a pas de super banco, les gars. Il était un peu trop cadeau celui-là. Non, il n'y a pas de vif d'or, effectivement. Bien vu, on la garde, celle-là, j'aime beaucoup. Les amis, c'est donc la fin de ce quiz musical. 3-2 pour l'équipe bleue, avec 2 points pour Hilde Brando quand même. Bravo, ça s'applaudit. Mais ça s'applaudit. Ça s'applaudit. Ah bah si. Faut voir quoi tu. C'est bien, tu as gagné, Hilde. Non mais tu es déter, c'est bien. Nous avons donc, c'est l'heure les amis, des recommandations. Tu as une recommandation, tu es venu avec une petite reco, je crois, Jonathan. Bah, j'étais venu avec une recommandation, celle que je fais tout le temps, à savoir jouer à Suikoden 2, parce que voilà, c'est ma passion, je suis maniaque de ça, du JRPG et de Suikoden en particulier. Mais c'est vrai que, alors, je sais que certains vont montrer un manga tout à l'heure, je pensais à un manga aussi, Bakuman, pour ceux qui connaissent, qui est un très très bon manga, alors, de deux amis qui qui en gros essaient de créer un manga, voilà, et qui pourrait être publié dans le Shonen Jump, et il y a une histoire aussi d'amour parce que le héros veut devenir un mangaka reconnu et sa copine veut devenir une doubleuse célèbre. C'est un manga qui se lit très bien, qui révèle pas mal de choses sur l'édition, et alors pour le coup, pour avoir fait un livre et l'avoir lu pendant que je faisais un livre, j'ai reconnu des choses notamment par rapport à l'apport de l'éditeur, donc c'était assez intéressant à lire, je le recommande, et puis je recommande toujours de jouer à Suikoden 2. Évidemment, Suikoden, grande saga, pareil un peu, on n'a pas parlé de Suikoden, mais effectivement c'est la mythologie des 108 étoiles, des 108 guerriers. C'est ça, comme le voyage vers l'Occident, ça vient de la mythologie chinoise reprise par, en l'occurrence, les japonais. Tout à fait. C'est bien, t'as bien vendu ton livre à midi. Donc si vous avez un rein à vendre, il se trouve à peu près vers 200 balles sur PS1. Oui, Suikoden 2, prenez-le sur PS3, voilà, ou en émulation, mais sur PS3 il doit être à 5 €. L'offre légale, voilà, est plutôt sympathique, c'est préférable. Numa. Ouais, Monster Hunter. Ah oui, est-ce qu'il y a une mise à jour? Ouais, moi je kiffe. Le nouveau monstre, il est sympa. Toujours. Ouais. Sinon, je déconseille. Lost in Space, sérieusement, vous perdez du temps. Il faut pas le faire. Non. Florent. Écoute, moi, en vrai, j'ai pas vraiment de recos. Je suis un peu comme Nouma. Cette semaine, il n'y a rien qui m'a vraiment marqué. Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, j'aime pas, tu le sais bien. Non, si, il y a un truc que j'ai regardé sur Netflix. Alors, c'est pas vraiment une reco, genre au top du level de la reco, mais c'était pas mal. C'était Je ne suis pas un homme facile sur Netflix. L'histoire. Le nouveau film. Voilà, c'est un film français, une production française de Netflix, et c'est l'histoire d'un homme qui se cogne dans un poteau et il se réveille dans un univers où en fait, au lieu d'un patriarcat comme notre société actuelle, c'est un matriarcat. Alors c'est sympatoche, on a bien rigolé avec ma copine. Voilà, si vous avez rien à voir un soir, regardez ça. Voilà. C'est vraiment parce que je sais pas quoi reco. IDB, ça te fait réagir. Quelle est ta reco donc, puisque tu fais le malin? Pardon, excusez-moi. Non, écoutez, mon malheur sera votre bonheur. Darwin Project est passé en free-to-play. Voilà, j'ai payé 15 € pour il y a moins d'un mois, et voilà, ils viennent de le rendre gratuit. Il n'y a pas de remboursement, il n'y a pas de bonus pour les gens qui ont payé le jeu. C'est vrai, t'as rien du allez tout. Allez vous faire foutre. Bon, écoutez, en attendant le jeu est bien, allez-y, jouez, c'est gratuit. Parce qu'il n'y avait pas assez d'achats. Non, ouais, apparemment les raisons, c'est les serveurs qui se dépeuplent un peu. Dans la marée des Battle Royale, il a eu du mal à se démarquer. Il faut dire qu'il est encore en early access, ce genre de choses. Voilà, il est très très tôt dans son développement. Il avait une grosse hype au début, là il perd un peu. De là à tout de suite le faire passer en free-to-play, ils sont un peu violents. Surtout à pas donner de bonus à ceux qui l'ont payé, pris fort, quoi. Ça c'est chaud quand même. Pas une compensation, quoi. RT, ça fait passer le message. Quoi? Ils vont t'entendre. Oui, clairement. Ouais. RT, si c'est triste. Alexis. On a dit beaucoup de mal de Netflix aujourd'hui, donc je vais recommander une série Netflix que j'ai fini cette semaine, mais qui est pas toute récente. C'est Jessica Jones saison 2. Alors Jessica Jones, la saison 1 était déjà très bien, mais certains personnages n'évoluaient pas du tout au fil de la saison. Là, c'est le cas. La série a été renouvelée pour une 3e saison. Je suis impatient de la voir parce que pour moi, Jessica Jones, c'est vraiment le personnage le plus intéressant de Marvel Netflix. Oui, DB, t'avais un truc. J'ai un coup de gueule énorme à cracher. Ash versus Evil Dead 3 et la dernière saison.
Ils ont annulé la troisième saison la quatrième saison du Ash vs Evil Dead, ce qui est un scandale. Voilà, c'est gros scandale. Remercier tout le monde dans son fil Twitter. Donc je sais pourquoi. C'est un peu triste, mais en espérant que ça n'impacte pas le retour éventuel de Sam Raimi au cinéma un jour. On sait pas. Bon, moi, mes recos, je vais être assez rapide. Nous avons tout d'abord le bouquin, l'histoire de God of War chez Pixel Love, écrit par Alexandre Sorel. Vraiment intéressant. On n'a pas pu en parler lors de la critique parce qu'on n'avait pas le temps, mais on apprend beaucoup de choses sur les intentions de Corey Barlog. Pardon, tout le monde fait la faute, j'imagine, sur la création de God of War 4, notamment l'impossibilité de transmettre à son fils au niveau de la voix, au niveau de la langue. Son fils parle mieux suédois que lui, par exemple. Ça peut aider au niveau de la genèse. Et nous avons également pas mal de choses. J'ai 2 autres mangas à vous conseiller. Shaman King, un petit shonen édité chez Kana qui parle beaucoup de mythologie et de folklore. C'est un petit peu la fusion maudite entre Yu Yu Hakusho et JoJo's Bizarre Adventure. C'est super. C'est un manga qui a eu un destin un peu maudit parce que l'édition justement elle a annulé, pas annulé. Du coup, il se perd un petit peu dans sa deuxième moitié, mais c'est très agréable à lire et le dessin est fou. Le mec a des idées permanentes, c'est vraiment super là-dessus. Donc, n'attendez pas un chef-d'œuvre, mais sur le plan de la mythologie, c'est très intéressant. Et enfin, dernière chose, c'est Jésus et Bouddha, dont nous parlait Benzaï et que je lisais tout à l'heure, si vous faisiez attention, sur la vidéo. Damien, as-tu des recommandations ? Ouais, j'ai quelques recos. Alors, bon, déjà Shaman King, il faut savoir si ça t'intéresse que les Japonais continuent encore de faire des séries sur Shaman King. Ryuki Kasuke vient de lancer une nouvelle série encore qui fait la suite à la série précédente, donc Flowers. Donc voilà, c'est pour toi. Sinon, moi, une reco, alors vous l'entendrez pas souvent, mais je conseille la dernière série de Sword Art Online, voilà. Et ça, franchement, c'est fort. La saison 2 parce qu'elle est faite par le studio de Flip Flappers, donc Free Earth et pas A1 Pictures. Et ensuite parce qu'elle est adaptée d'un spin-off qui est écrit par l'auteur de Kino no Tabi. Voilà. Donc, alors, forcément, c'est pas du tout le même niveau d'écriture. Et du coup, il se tape sa sœur ou sa mère dans celui-là? C'est moi, c'est l'histoire honnête. Non, mais enfin, et puis est-ce qu'il est transgenre ou pas encore? Alors non. Ah non, mais il n'y a pas de problème, c'est juste c'est le seul point différent qu'il y a chaque saison. Dans cet univers-là, effectivement, c'est vrai que Kirito était un peu efféminé. Et dans cette nouvelle série, on a un personnage féminin qui du coup change un peu le genre, mais ça reste toujours des guns et des gens qui se tirent dessus, hein, donc c'est de la Battle Royale, hein, donc on va pas s'en priver. C'est pas faux, effectivement c'est pas mal. C'est tout, c'est avec une seule reco? Tu m'as dit que tu en avais plusieurs. Non, est-ce que j'en ai une deuxième? Ouais, alors en fait j'ai vu le film live de Jojo hier et étonnamment c'était pas si mal. C'est Takeshi Miike, oui, il avait déjà fait Blade of the Immortal sur Netflix justement. Ouais, qui était très très bon, et par contre il avait fait le très mauvais Terraform Mars. Donc c'est toujours en dents de scie sa filmographie, c'est-à-dire qu'une fois sur deux il fait une bonne adaptation et puis l'autre fois ça se casse la gueule et c'est un navet ou un nanar. Donc a priori pour Terraform Mars c'était un nanar, donc regardez-le. Et sinon il y avait God of Egypt qui passait sur les écrans derrière. Regardez God of Egypt, c'est un excellent nanar. Moi je me suis tapé des grosses barres. Effectivement. Florent, tout dernier mot. Vite fait, rapidement, j'ai ma vraie reco du jour. En fait, c'est le livre de Jonathan, j'ai oublié de le parler. Oui. C'est FF4 et FF5, il est ouf malade son livre, et je sais comment ça a été dur pour lui parce qu'on travaille un peu des fois en même temps, et je sais comment ça a été long et dur de le faire, et il est vraiment super bien son livre. Et tous les livres FF de Third, faites-le, ils ont fait tous les jeux quasiment. Effectivement, et tu fais bien de parler de Third parce qu'il me semble que la semaine prochaine on reçoit un autre auteur de chez Third. On va parler pour la sortie d'Avengers Infinity War, on va parler du MCU. Une fois qu'il nous a confirmé. Voilà. On s'avance peut-être un petit peu trop vite, je ne sais pas. En tout cas, on pourra compter sur son intervention éclairée sur le sujet. Merci à tout le monde pour cette émission. C'est la fin de ce 55e numéro d'Hyperlink. Et j'ai oublié un jingle, je suis mauvais. C'est la fin des shows. Voilà, et c'est la fin de ce 55e numéro d'Hyperlink consacré à la mythologie et à la pop culture. Merci tout le monde, merci Jonathan, merci Damien, merci à la Réal, merci à Morgane qui nous a avantageusement dépanné aujourd'hui, merci beaucoup. Et sache que t'es toujours le bienvenu, et merci PJ évidemment. Et nous les meubles. PJ en super drop de chambre. Non mais vous êtes dans les meubles. Bah oui. Vous faites partie des meubles. Regardez Légion aussi. Je le dirai chaque semaine, j'en ai rien à foutre. C'est vrai qu'il est sympa le nouvel épisode. Légion is the new Persona 5, comme ça vous savez. Allez, plein de bisous, à la semaine prochaine. Ciao. Décrypter, informer, divertir.
Tout se passe sur vl-media.fr et sur ton app VL.